Bonjour tout le monde, pour la première fois sur cette chaîne YouTube, on va parler d'un réalisateur. Et on s'attaque à un paradoxe vivant là. Un enfant fragile qui est devenu le maître de la violence à l'écran. Un croyant obsédé par la trahison et la culpabilité. Taxi Driver, Raging Bull, Les Affranchis, Casino, Gang of New York, Les Infiltrés, The Irishman, Le Loup de Wall Street, tous ces monuments, c'est lui. Et derrière ces chefs-d'œuvre se cachent bien d'autres choses. Un homme qui sacralise la famille, un amoureux de la musique, un défenseur du cinéma. S'il vous plaît, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on plonge dans l'histoire incroyable de Martin Scorsese. I spent a lot of time in movie theaters. I became obsessed with movies and I'd fantasize about them and they would play into my dreams and, well, I confess, once or twice I did give in to that urge. Un film de Scorsese, et n'importe quel autre film d'ailleurs, ça se savoure au cinéma, mais aussi dans votre lit, à condition d'avoir un bon matelas, une bonne couette et de bons oreillers confortables. Emma, c'est le sponsor de cette vidéo. Et en ce moment, il y a des offres allant jusqu'à moins 50% pour le Black Friday. Perso, je dors déjà sur un matelas Emma. J'ai lui là, le Hybrid Premium 2. Mémoire de forme, couche qui améliore la circulation de l'air, régule la température du corps. Voilà, bon, je dors très bien. Mais ils m'ont proposé d'essayer d'autres produits, alors je me suis permis de commander cette couverture lestée, parfaite pour l'hiver. Je leur ai même commandé cette couette nuage, voilà, plus légère. Celle à mon pote devant un film sur le canapé, c'est un bonheur. J'ai aussi commandé 2 oreillers Original Elite, avec leur thé 100% coton satiné. Là, mon gars, je me remange les 3h30 de Killers et je m'enchaîne Casino. Je suis royal. En ce moment, c'est donc le Black Friday chez Emma. Jusqu'au 1er décembre, vous avez jusqu'à moins 50% sur le site emma.fr. Et attention, j'ai un code promo, moins 10% supplémentaire sur les produits déjà en promotion avec le code SofianeYT. Notez aussi que si vous cherchez un matelas, Emma propose un essai de 100 nuits. Si ça ne vous convient pas, vous le retournez gratuitement et sans risque. Merci Emma pour la confiance. Vous profitez des promos dès maintenant. Cliquez sur le lien qui est en description et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser à l'équipe de Emma via Instagram ou via leur mail. Ils sont très réactifs. Voilà. Et quant à nous, eh bien on replonge dans l'histoire incroyable de Martin Scorsese. Bonne vidéo. Au début du XXe siècle, l'Italie, elle suffoque entre la pauvreté et les tensions sociales. Alors beaucoup de familles, et en particulier celle de Sicile, fuient vers un rêve, les États-Unis. Des milliers d'immigrés se rejoignent à New York, jusqu'à recréer un petit bout d'Italie au cœur de Manhattan. Et c'est même le nom qu'on donne à leur quartier, Little Italy. Alors c'est un monde à part, avec des odeurs de sauce tomate, de pain frais, qui se mélangent à la poussière des rues étroites et bondées de monde. Et dans ce quartier très différent du reste de la ville, on vit entre 2 forces, l'église et la mafia. C'est là que naissent et grandissent Catherine Capa et Charles Scorsese. Leurs parents respectifs sont des Siciliens émigrés, et eux, ils font partie de la première génération italo-américaine. Catherine travaille comme couturière, et Charles dans un pressing. Ils se rencontrent au début de leur vingtaine et ils tombent amoureux entre les machines et les tissus du Garment District. Et en 1933, ils se marient et 3 ans plus tard, ils ont un premier enfant. Puis la Seconde Guerre mondiale éclate, les hommes sont envoyés au front, mais Charles y échappe parce que le Garment District doit produire les tenues des soldats. C'est une chance pour Catherine qui est de nouveau enceinte. On est au mois de novembre, le 17 novembre 1942, et le couple accueille un second enfant. Et c'est lui qui nous intéresse. Martin Charles Scorsese. Oui, on devrait prononcer Scorsese, mais vas-y, on dira Scorsese parce qu'on est en France. Par contre, on gardera le Martin, parce que c'est plus stylé que Martin. La famille trouve une maison à Corona, dans le Queens, du côté des parents de Catherine. Et là-bas, les débuts dans la vie de Martin ressemblent au paradis. Ses grands-parents sont drôles, et les grands espaces autour de la maison sont sa cour de jeu. Mais dès ses 2 ans, Martin devient un enfant plutôt fragile. Il fait de l'asthme. Martin et sa famille ne restent pas longtemps dans le Queens. Quelques mois plus tard, ils sont expulsés du paradis par la mafia locale. Enfin, c'est pas une expulsion directe, en fait la famille Scorsese refuse de se plier aux pressions imposées, comme des paiements aléatoires ou des participations aux activités illégales, et reçoit à cause de ça des menaces régulières. Comme la situation devient dangereuse pour eux, ils finissent par quitter Corona. Ils retournent là où Charles Scorsese a grandi, au 241 Elizabeth Street, à Little Italy. Mais la pollution, la poussière et les rues animées du quartier amplifient les crises respiratoires de Martin Scorsese. Alors ses parents préfèrent limiter au maximum ses sorties en dehors de l'immeuble. Mais Martin ne grandit pas seul pour autant. Les grands-parents, les 15 oncles et tantes
Et les encore plus nombreux cousins et cousines viennent souvent à la maison et Catherine cuisine beaucoup pour eux. Avant chaque repas, on se tient la main et on récite un Benedicite. Pour cette grande famille, la foi est hyper importante. Et les dimanches se passent toujours à l'église. En fait, dans cet univers clos, le monde de Martin se compose de 3 choses. Sa famille, Dieu et le cinéma. Having had asthma, my father taking me to the movie theater constantly because I couldn't play sports or anything. He never really talked to me very much when I was a kid. Sa rencontre avec le cinéma, elle a lieu en 1945. Martin a 3 ans et ses parents l'emmènent voir un film dans le quartier pour l'occuper pendant une de ses crises d'asthme, sachant que c'est le seul endroit qui a l'air conditionné. L'écran géant s'allume, le son est projeté dans la salle, les images défilent devant ses yeux, pas besoin de courir, pas besoin de parler, il suffit de regarder pour s'évader. Et là, il respire. Martin ne se souviendra même pas du titre du film, juste de la sensation, celle d'être libre, et ça pour ce petit garçon malade, c'est un cadeau du ciel. Surtout qu'en grandissant, sa santé ne s'améliore pas et les médecins lui interdisent complètement les efforts physiques. Pas de jeux dans les rues, ni de sport pour lui. Et ça le coupe encore plus des autres enfants. I was taken to movie theaters a lot. Also, being a sickly child with very severe asthma, I couldn't play sports. So again, the movie theater and the church and the movie theater. Martin passe de la salle de classe la semaine à l'église le dimanche, en boucle. La seule exception à laquelle il a le droit, c'est le cinéma. Alors à partir de là, il y retourne plusieurs fois par semaine. À 8 ans, il voit Paisa, un film de guerre de Roberto Rossellini dans les ruines de Naples. À 10 ans, il découvre la comédie musicale avec Chantons sous la pluie. Et à ses 13 ans, il dévore aussi bien À l'Est d'Éden, le drame adapté d'un roman de Steinbeck, que le film noir Sunset Boulevard, ou encore le western de John Ford, La prisonnière du désert. Pas de doute, Martin Scorsese est amoureux du cinéma. Mais il ne sait pas encore quelle voie prendre pour son avenir. Son cœur balance entre Dieu, qui lui apporte des réponses, et le cinéma, qui lui pose des questions. Et finalement, il choisit la religion. Pendant que tous les autres ados courent et jouent dans les rues, Martin, lui, passe beaucoup de temps avec le jeune prêtre de son quartier, le père Francis Principe. Really, he was the mentor in a way. Basically was the one who pointed the way through literature, cinema, music. He was the one who looked at us at one point, myself and my friends, and he said, "You don't have to live this way." Grâce à ce religieux moderne, il découvre le livre La dernière tentation de l'écrivain grec Kazantzakis. C'est un livre qui parle de la complexité de l'âme humaine et ça le bouleverse. En fait, Martin aime vraiment ce que la foi lui apporte. Alors à 14 ans, il choisit de prendre la voie de l'église. Sa mère, Catherine, reçoit la nouvelle comme une bénédiction. À l'époque, la pègre a beaucoup de pouvoir à Little Italy, et les rues sont pleines de trafics illégaux. Ce qui fait que les parents de Martin sont inquiets pour la santé et l'avenir de leur fils. Et ils voient dans l'église un choix sûr et rassurant, qui le protégera des affaires de la mafia. Cette année-là, Martin intègre donc un séminaire, une école, où l'on forme les futurs prêtres. Mais ça ne dure pas. Ses problèmes de santé lui font louper des cours, et selon ses enseignants, il manque de discipline. Il est têtu, souvent dans ses pensées, et il re-questionne tout. Alors au bout d'1 an, il se fait renvoyer par les directeurs. C'est une grande déception pour lui qui se voyait déjà devenir missionnaire. Son rêve de partir dans des pays lointains enseigner la foi s'arrête là. À 15 ans, ses parents l'inscrivent au lycée Cardinal Hayes de New York. Dans cet institut catholique privé pour garçons du Bronx, Martin s'en sort correctement, mais il reste assez solitaire. À défaut de pouvoir s'amuser comme ses camarades, il se réfugie dans l'imagination. Il retourne beaucoup au cinéma et passe de cinéphile tranquille à obsessionnel. Il prend des notes, compare les plans, revoit certains films plusieurs dizaines de fois et commence à dessiner des storyboards pour ses propres histoires. Et surtout, ses goûts se confirment. Il adore le western L'Homme de l'Ouest, la comédie musicale Drôle de frimousse avec Audrey Hepburn, le film biblique Les 10 commandements, mais il enchaîne surtout les séances de films de mafia, comme La Loi des gangsters. Et s'il les aime autant, ces films, c'est parce qu'ils ressemblent à ce qu'il observe dans son quartier. Ce quartier où grandit au même moment un autre garçon qui deviendra très important dans la vie de Martin. Il s'appelle Bob, mais on y reviendra plus tard. Parce que pour le moment, l'obsession de Martin prend des proportions folles. Il ne se contente plus des salles obscures, il ramène sa passion à la maison. Et pour ça, il y a Janus Film. C'est le paradis de Martin. C'est une boutique spécialisée en cinéma à 30 minutes à pied de chez lui. Et plusieurs fois par semaine, il y loue un projecteur et des pellicules. Et il y a un film en particulier qu'il loue plusieurs fois à cette période, c'est Les Contes d'Hoffmann.
Ça raconte 3 grandes aventures amoureuses avec des rêves, des illusions et des déceptions. Pour Martin, ce qu'il y a de génial dans ce film, c'est l'intensité de la couleur, des décors et des costumes, et ce mélange particulier entre musique et mise en scène. Et comme ça, film après film, le rêve d'église de Martin Scorsese se transforme en celui de cinéaste. I was sort of split between still thinking of the priesthood and becoming fascinated, totally obsessed with film. Pour lui, maintenant, la prochaine étape, c'est d'apprendre à en faire son métier. En 1960, Martin a 18 ans. Et pour la première fois, il sort de son quartier. Direction l'Université de New York et plus précisément la Tisch School of the Arts. Là-bas, le cinéma, c'est plus qu'une passion, c'est une discipline. Et il y apprend les bases, écrire un scénario, manier une caméra, diriger des acteurs. Mais surtout, il rencontre d'autres jeunes comme lui, qui ne parlent que de films. Martin n'est plus l'étrange obsédé du cinéma de son quartier, il n'est plus seul. Et à l'Université de New York, Martin fait 2 rencontres majeures. D'abord, il y a Thelma Schoonmaker, celle qui va devenir essentielle à sa carrière. Elle a 20 ans et ils suivent le même cours sur le montage. Leur amitié est instantanée. Thelma comprend la vision du cinéma de Martin et partage son attention aux détails. Et lui, il trouve qu'elle a un talent fou avec les images. Et puis sur le campus, Martin croise souvent un autre étudiant qui a 2 ans de plus. Cet étudiant, c'est Francis Ford Coppola. Et à travers leurs discussions, les deux découvrent qu'ils partagent la même envie de montrer les quartiers, les familles et les contradictions de la société. Ils échangent des idées sur des scénarios et Coppola conseille même Martin pour ses premières réalisations. Les premiers courts-métrages de Martin sont bricolés avec très peu de moyens. C'est fait avec le matos de l'école et des camarades de classe au casting. Mais déjà, il y glisse la violence, la culpabilité et la religion, des thèmes qui ne le quitteront jamais. En 1963, il commence par une comédie absurde. What's a nice girl like you doing in a place like this? Et ça ressemble à ça. You see, I'm a writer. My name's Algernon. But my friends call me Harry. En gros, en une dizaine de minutes, on suit un jeune écrivain obsédé par une photo accrochée à son mur, au point de ne plus pouvoir vivre normalement. Alors c'est très influencé par le cinéma expérimental et la nouvelle vague française que Martin découvre alors en classe. Mais sur ce projet particulièrement, le montage vire à la catastrophe. À l'époque, il y a un technicien coupeur de négatifs qui est chargé de préparer la pellicule originale. Sauf que là, le technicien coupe trop court, et sans les marges de sécurité, il n'y a plus assez de matière pour recoller proprement. Ça veut juste dire que le film est foutu. Par chance, Martin connaît quelqu'un de brillant en montage. Il appelle Thelma au secours. Et Thelma est si brillante qu'elle trouve une solution. Elle rallonge un plan d'1 seconde, elle répète une image par-ci par-là, elle décale un petit peu le son, en bref, elle sauve le film. Et non seulement ça marche, mais en plus ça donne un style et un rythme nouveau que Martin Scorsese adore. L'année suivante, il réalise un projet de 15 minutes qui s'appelle It's Not Just You, Murray. Hi. See this tie? $20. See the shoes? $50. Cette fois, le scénario se rapproche de ce que sa vie aurait pu devenir à Little Italy. Un petit malfrat qui raconte son histoire, ses réussites et ses trahisons. C'est encore drôle, mais c'est aussi amer. Martin tourne avec des étudiants comme acteurs et s'amuse déjà à utiliser des ruptures de ton, des flashbacks ou des voix off. Et c'est sur ce tournage qu'il rencontre la reine Brennan. Elle est étudiante en art mais vient sur le tournage en tant que figurante danseuse. Les deux ont le même amour pour la culture et l'Italie. Et petit à petit, la reine devient rapidement plus qu'une amie pour Martin Scorsese. Les 2 courts-métrages de notre apprenti réalisateur sont uniquement projetés à l'Université de New York. Mais même s'ils ne sortent pas de la fac, les profs remarquent déjà qu'il a une façon originale de filmer et un rythme particulier. On dit aussi du jeune Martin Scorsese qu'il a le talent de rendre intéressant ce qui est banal. Tout doucement, Martin trouve son style. Il regarde Fellini, Antonioni et Godard à la Cinémathèque et il teste plein d'idées. Il passe ses nuits à couper et recouper des séquences tournées, jamais content du résultat. Et on arrive en 1965, Martin a 23 ans et ses études sont terminées. Mais il ne s'éloigne pas de la Tisch School of the Arts. Au contraire, il y reste en tant que prof assistant. Il parle de cinéma à des étudiants plus jeunes, corrige leurs scénarios ou les aide avec les caméras.
Et c'est malin parce que ça lui permet de rester en contact avec du matériel et surtout de financer ses projets de films. Martin commence par imaginer The Big Shave, un autre très court métrage de 6 minutes où un homme se rase de manière répétitive jusqu'au sang. Et c'est assez expérimental. En fait, Martin s'en sert pour tester des idées de mise en scène, de rythme et voir comment jouer avec le symbolisme et le brutal. Et quand le court-métrage est diffusé à la fac, ça choque. Trop cool, Martin sent qu'il se rapproche de ce qu'il cherche. Et c'est aussi à cette période-là qu'il épouse Laren Brennan, avec qui il sort depuis 3 ans. Mais dans les faits, Martin Scorsese ne vit que pour le cinéma. Ses journées, il les passe à aider en cours, et ses nuits, à s'enfermer dans la salle de montage de l'université. Les rares fois où il sort, c'est pour traîner avec d'autres jeunes réalisateurs, dans des cinémathèques, sur des plateaux ou à des projections privées. C'est dans ce milieu-là qu'il rencontre un cinéaste de 25 ans qui travaille sur son premier long métrage, The Wedding Party. C'est Brian De Palma. Les deux habitent des appartements dans le même quartier et deviennent rapidement amis. Le soir, ils testent des techniques de tournage, échangent sur leur vision du cinéma, et surtout, Brian pousse Martin à se lancer lui aussi. Dans les couloirs, on parle de ce jeune réalisateur qui cherche une nouvelle façon de raconter l'Amérique. Pour Martin Scorsese, il est alors temps de passer à la suite, le long métrage. Après avoir mis suffisamment d'argent de côté, Martin se plonge enfin sur son propre long métrage avec l'aide de Haig Manoogian, son mentor à l'université qui accepte de produire le film. Ça s'appelle Who's That Knocking at My Door et ça raconte le dilemme d'un jeune italo-américain partagé entre son amour pour une jeune femme et sa vision stricte du sexe et de la religion. What is it? Well, I feel silly saying this. Don't feel silly. Say it. What I mean is, if you love me, you'll understand what I mean. L'histoire elle est directement inspirée de la jeunesse de Martin, qui avoue, des années plus tard, avoir vécu ce scénario exact à l'adolescence. Pour son personnage principal, Martin choisit un acteur qu'il rencontre par hasard à la fac, Harvey Keitel. À l'époque, il n'a encore rien tourné d'important et pour payer les factures, il travaille comme coursier. Mais Harvey a une sincérité qui plaît à Martin. Ensemble, ils répètent, improvisent et trouvent peu à peu le ton du film et celui de leur amitié. Et heureusement que leur relation fonctionne parce que la suite du tournage est plutôt difficile. Le film est tourné par morceaux selon l'argent disponible. Parfois, il faut des mois avant de pouvoir reprendre une scène. Pour pouvoir réaliser les séquences sur le toit d'un immeuble, il faut même obtenir l'autorisation de la mafia locale et verser des pots de vin. Martin rame pour payer les acteurs, alors il complète le casting avec des amis ou des proches. C'est la première fois qu'un de ses parents apparaît dans ses films, et c'est loin d'être la dernière. Un geste discret, mais symbolique. La famille est toujours aussi importante pour Martin. Et c'est comme ça, avec beaucoup de créativité, qu'il réussit à développer son style, caméra nerveuse, montage rapide, rupture de ton entre humour et tragédie, et une place centrale pour la musique. Dans l'une des scènes majeures du film, il utilise la toute nouvelle chanson des Doors, intitulée The End. Et Martin Scorsese le fait bien avant que ce genre d'association entre rock et cinéma ne devienne courante. Et surtout, il le fait 12 ans avant que cette musique ne vienne sublimer Apocalypse Now. Mais revenons en 1967, parce que Who's That Knocking at My Door est terminé. Il passe d'abord en projection étudiante et en petit festival, mais il a besoin d'un distributeur pour arriver jusque dans les cinémas. Alors c'est Haig Manoogian, le mentor, qui appelle un de ses amis de l'armée, Joseph Brenner, maintenant à la tête de la boîte de distribution, JBA. Brenner accepte de distribuer le film à une condition, qu'on y ajoute une scène de nu pour rendre le film plus commercial. Voilà, et on peut dire qu'ils n'y vont pas par 4 chemins. Pas de lumière tamisée, pas de fausse pudeur, donc là je n'ai pas le choix que de vous flouter la scène. Sinon c'est simple, YouTube me fait sauter la vidéo. Et dites-vous qu'à l'époque c'est pire. Les lois américaines sur l'obscénité sont extrêmement strictes. Alors Martin emmène Harvey Keitel à Amsterdam pour tourner la séquence demandée et il cache la pellicule sous son manteau pour la faire passer à la douane. Et grâce à cet ajout, JBA accepte le film et le diffuse dans les cinémas de New York. La critique est bonne, mais c'est un échec commercial. Pour 75 000 $ de budget, le film en rapporte à peine 16 000. C'est une déception pour Martin Scorsese qui a mis tant d'énergie pour arriver à la diffusion et tant de lui dans ce scénario. Il veut tout de suite retourner au front, se lancer sur un autre projet, mais il doit ralentir le rythme parce que Laren est enceinte de leur premier enfant. En 1968, ils accueillent une fille que Martin prénomme Catherine, comme sa maman. Le cinéaste prend plusieurs mois pour rester à la maison et tisse un lien fort avec la petite Cathy. À côté, pour arrondir ses fins de mois, il travaille sur un documentaire qui retrace le festival Woodstock de 1969.
Il participe un peu à la réalisation et au montage, et il apprend comment raconter une histoire avec des images réelles. Mais, pendant ce temps, sa relation avec la reine se dégrade. Son obsession pour le cinéma épuise leur couple, qui se termine par un divorce en 1971. Son dernier film a été un échec et maintenant il est père célibataire. En plus, la reine l'a mis dehors, donc officiellement, il est à la rue. Heureusement, l'un de ses anciens profs, John Cassavetes, le sauve de la misère en lui offrant un poste d'assistant monteur sur son film Minnie and Moscovitz. Mais ce qu'il aide surtout, c'est de pouvoir dormir dans l'appartement utilisé pour le tournage. À la veille de ses 30 ans, Martin Scorsese est perdu. Mais il ne sait pas encore que le cinéma va revenir le chercher. En 1972, 4 ans après son dernier vrai projet, c'est Roger Corman, un producteur connu pour lancer les jeunes talents, qui redonne un coup de boost à Martin Scorsese avec sa première commande. Il lui propose de réaliser un deuxième long métrage, Boxcar Bertha. Et il choisit Scorsese parce qu'il a aimé son premier long métrage et son travail sur Woodstock. Hi. What happened out there? We get robbed? Why? You got something to rob? Le but cette fois, c'est de raconter l'histoire vraie d'une femme hors la loi pendant la Grande Dépression. Et cette commande, elle permet à Martin Scorsese de travailler avec une vraie équipe, un vrai budget et de découvrir le cinéma en conditions professionnelles. C'est à ce moment-là qu'il rencontre en parallèle Julia Cameron, une jeune scénariste de 24 ans, avec qui il entame une nouvelle romance. Après presque un mois de tournage et plusieurs semaines de montage, Martin se rend à Los Angeles pour présenter son travail au studio. Les producteurs s'attendent à voir une comédie dramatique rentable, un remake à la Bonnie and Clyde. À la place, ils ont sous les yeux un film qui a la patte de Martin, rapide et violente. Donc forcément, les réunions se passent mal. Put an extra $10 in all them pay envelopes. You just keep calm and keep working. Should do anything funny now. Martin doit rester à Los Angeles plusieurs jours pour démêler tout ça. Alors il en profite pour fréquenter les cercles de cinéphiles locaux, et c'est comme ça qu'il fait la connaissance de deux réalisateurs à peine plus jeunes que lui, mais tout aussi déterminés. Steven Spielberg et George Lucas. À l'époque, Spielberg a 26 ans et il est en train de finir Duel, tandis que Lucas, 28 ans, prépare American Graffiti. Les trois s'entendent immédiatement, ils parlent cinéma pendant des heures et partagent surtout l'envie commune de réinventer le 7e art. Après de longues négociations, la société American International Pictures accepte de produire le film, mais les dirigeants limitent la diffusion au cinéma de quartier et au drive-in. Et quand Boxcar Bertha sort en 1972, les retours sont contradictoires. Pour le public, c'est trop complexe, alors que pour le milieu du cinéma, c'est un film d'exploitation sans profondeur. Et c'est pour ça que quelques jours plus tard, John Cassavetes dit ces mots à Scorsese. And then he pulled me aside and he said, "You just spent a year of your life making a piece of junk. I know you like B movies. I know you like the old movies coming out of Hollywood, but you do different things. You should really stick to what you know." Et bien sûr, ça fait mal à Martin Scorsese. Mais c'est un électrochoc. Il se jure qu'à partir de maintenant, tous ses projets seront personnels et ambitieux. Et c'est exactement ce qui va l'amener au succès. Après Boxcar Bertha, c'est fini les films commerciaux. Martin décide de se démarquer en racontant une histoire qui lui est propre, la vie dans Little Italy. Le projet a un nom, ça s'appelle Mean Streets, littéralement les rues dangereuses en français. Le film parle d'un jeune homme partagé entre sa foi catholique et ses liens avec la mafia locale. On est bien de retour dans le monde de Scorsese. Pour les personnages, Martin s'inspire directement de son entourage. Il mélange un peu des figures locales, pas mal de son oncle et beaucoup de ses amis du quartier. Pour incarner le rôle principal, il retrouve Harvey Keitel. Et pour le second rôle, Harvey propose un de ses amis, Bob. Oui, le Bob qui a grandi dans le même quartier que Martin. Bob, c'est un surnom, son vrai prénom, c'est Robert De Niro. Il a connu les mêmes rues, vécu les mêmes histoires, il est parfait pour ce film. Et forcément, la complicité en dehors du plateau avec Martin, elle est immédiate. Le tournage demande d'être créatif parce que le budget est limité, alors Scorsese improvise. Certaines scènes sont filmées en plusieurs semaines, selon la disponibilité des acteurs et des lieux. Il utilise des décors naturels et des habitants du quartier pour renforcer l'authenticité et faire des économies. Catherine, sa mère, revient à l'écran pour une rapide apparition.
Le réalisateur vit l'expérience du tournage très intensément. Il travaille en continu, il dort peu. Son obsession pour la perfection et son besoin de contrôler chaque détail le mettent sous pression. Sa vie personnelle est très limitée à cette époque parce qu'il dédie tout son temps au cinéma. Heureusement, ses efforts payent parce qu'à la sortie du film, Mean Streets attire l'attention de l'industrie. Know something, Mikey? You make me laugh, you know that? You know, I borrow money all over this neighborhood, left and right, from everybody, and I never paid them back, so I can't borrow no money from nobody no more, right? I borrow money from you because you're the only jerk-off around here that I can borrow money from without paying back, right? Les critiques saluent cette énergie nouvelle, le réalisme brut et la force du duo d'acteurs. En parallèle, avec Coppola, De Palma, Lucas et Spielberg, Martin forme un cercle d'amis soudés, reconnus par la critique sous le nom de Movie Brats, les morveux du cinéma, ceux qui se rebellent. Tout ça, pour Martin, c'est une confirmation. Il a trouvé un moyen de traduire ses thèmes en histoire, de toucher un public large, et il fait partie d'un mouvement qui émerge. Hollywood commence à lui tendre les bras, et le prochain défi arrive très vite lorsqu'on lui propose un immense projet. En 1973, les dirigeants de la Warner Bros. Préparent Alice n'est plus ici. L'histoire d'une jeune veuve, mère d'un petit garçon, qui quitte sa ville pour tenter de réaliser son rêve de devenir chanteuse. We ain't hiring no waitresses. I'm not a waitress, I'm a singer. You were one no singer. Thank you. Le film doit mettre en valeur une actrice qui vient d'être révélée par l'exorciste, Ellen Burstyn. C'est elle, la nouvelle célébrité, qui a le dernier mot sur le choix du réalisateur. So I called Francis Coppola. I said, I need a director who's new and exciting. He said, why don't you look at a film called Mean Streets? Alors aussitôt, elle exige que Martin Scorsese dirige le film. Pour lui, c'est une première prise de risque, il n'a encore jamais travaillé avec une star hollywoodienne, et il doit mettre en scène une héroïne. Rien à voir avec ses habituels hommes de Little Italy. Le tournage devient une leçon. Martin doit écouter son actrice, comprendre son personnage et adapter son style. Il se met au service de l'histoire et d'Hélène, qui livre une performance géniale. Mais bon, Martin ne peut s'empêcher de rajouter sa patte. Dès l'ouverture, il fait référence au magicien d'Oz. There is some other way to prove that I love you. I swear I don't know how. Et puis plus tard, il ajoute des scènes de ranch et de dîner, des clins d'œil au code du cinéma américain. Hey, Mommy's got a fantastic course out there that I can ride. Can I go? No, I don't think so. On retrouve sa caméra vive et même un second rôle pour Harvey Keitel. I like your singing. Thank you. Thelma participe un peu au montage, mais de façon partielle, parce qu'elle ne fait pas partie du syndicat des monteurs américains. Et c'est maintenant obligatoire pour avoir son nom crédité au générique. Alors pour la partie officielle du montage, Martin demande l'aide de la femme d'un ami, Marcia Lucas, l'épouse de George Lucas. Le film sort en 1974 et c'est un vrai succès. And the winner is Ellen Burstyn in Alice Doesn't Live Here Anymore. Ellen is in a play tonight in New York. She can't be here. She asked me to thank everyone concerned with the voting, the Academy who voted for her, also the entire cast and crew of Alice. Ellen Burstyn remporte l'Oscar de la meilleure actrice. Mission accomplie pour Scorsese qui, en plus d'avoir réussi sa prise de risque avec Ellen, gagne aussi la confiance des studios. Là, ça y est, Hollywood lui ouvre enfin ses portes. Martin est content de ce succès, mais pour lui, ce n'est qu'une étape. Il a encore en tête les mots de Cassavetes. Et depuis quelque temps, il a aussi en tête un scénario qu'on lui a envoyé. Ce scénario, c'est celui du jeune Paul Schrader. Ça raconte l'histoire d'un vétéran du Vietnam, devenu un chauffeur de taxi solitaire hanté par ses démons et la violence dans une ville déshumanisée. Here's a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up. C'est noir, sombre, désespéré. C'est Taxi Driver. Et c'est le scénario parfait pour Martin Scorsese. Martin sait tout de suite que Robert De Niro doit jouer le rôle principal. Et l'acteur accepte aussitôt de devenir Travis Bickle. De Niro va jusqu'à passer sa licence de taxi et à exercer de nuit avant le lancement du film pour s'imprégner du rôle. Pour le personnage de la très jeune prostituée que Bickle tente de sauver, Martin Scorsese caste Jodie Foster, qui a 13 ans. Sur les scènes les plus sensibles, une doubleuse plus âgée remplace Jodie et un psychologue est présent sur le plateau afin de l'accompagner dans ce rôle complexe.
Le tournage à New York est extrêmement difficile. L'été 1975 est étouffant, les rues sont pleines de détritus à cause d'une grève des éboueurs et les nuits sont longues et dangereuses. New York à l'époque c'est l'une des villes avec le plus haut taux de crime au monde. Martin y a grandi et il le sait. Alors il engage carrément les membres d'un gang pour protéger le matériel et son équipe. Mais en réalité tout ce chaos colle parfaitement au film. Martin en tire une atmosphère poisseuse, lourde, qui devient l'une des signatures visuelles de son cinéma. All the animals come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal. Et à l'écran, tout est réfléchi pour isoler son personnage. Si Travis Bickle apparaît dans le cadre des autres, personne n'apparaît jamais dans le sien. Même au milieu de la foule, il est seul. Au montage, le réalisateur fait de nouveau appel à Marcia Lucas, et Thelma vient aussi filer un coup de main non officiel. Les deux femmes savent très bien comment amplifier le style de Martin à l'image. Mais la violence du film effraie le studio, les dirigeants de la Columbia exigent la suppression de plusieurs scènes. Alors Scorsese, épuisé et à cran, réagit très mal à cette demande. Il passe la nuit à boire avec un revolver chargé, furieux à l'idée qu'on massacre son film. Il dit même qu'il est prêt à descendre un producteur. I really felt like Travis. I felt that angry. I was kind of raging, kind of angry about it. And it's difficult to control at times. La rage du personnage de Travis Bickle n'est à ce moment-là peut-être pas si loin de celle de son réalisateur. Heureusement, des collègues interviennent et dissuadent Martin de faire une bêtise. Il propose alors de changer la saturation de l'image pour passer d'un rouge vif à un marron pour les scènes sanglantes. Et c'est ok, les producteurs acceptent et ne demandent aucune autre modification. Disons que le coup du gun, ça a su convaincre. The idea had been growing in my brain for some time. Nous sommes maintenant en juin 1976. Taxi Driver sort en salle aux États-Unis dans sa version complète et le public est aussi choqué que fasciné. Puis quelques mois plus tard, direction le festival de Cannes. Martin et son film débarquent sur la Croisette. Pendant la projection, dans la salle Debussy, l'ambiance est tendue. Certaines personnes sortent de la salle mal à l'aise. À la dernière minute d'écran, une partie du public explose en applaudissements. L'autre partie reste figée, trop secouée parce qu'elle vient de voir. Et en vrai, même le jury est divisé. Le président de l'époque, Tennessee Williams, dit ouvertement qu'il n'aime pas ce genre de film et le qualifie d'expérience brutalisante. Scorsese et ses collaborateurs qui viennent d'entendre le président du jury dénigrer leur film pensent ne rien remporter et préfèrent partir. Pourtant, le moment des annonces est complètement fou. C'est un film américain, Taxi Driver, du réalisateur Martin Scorsese, qui a obtenu la Palme d'Or du Festival de Cannes. Le palmarès ne sera certainement pas du coup de tout le monde, mais tout palmarès est fait pour être contesté, celui-ci peut-être un peu plus que ceux des années précédentes. Alors que Martin Scorsese est dans l'avion du retour, Taxi Driver reçoit la Palme d'Or. Et le succès ne s'arrête pas là. Avec un budget de 1 300 000, le film rapporte plus de 28 millions de dollars dans le monde. Et surtout, il laisse une trace indélébile dans la culture populaire. La réplique improvisée par De Niro, You Talking to Me, entre directement dans la légende. You talking to me? Then who the hell else are you talking? You talking to me? Martin Scorsese passe de jeune cinéaste prometteur à grand nom du nouvel Hollywood. À peine les émotions de Cannes retombées, Martin accepte un tournage très différent. En novembre 1976, il est contacté par son ami Robbie Robertson, guitariste et leader du groupe The Band. The Band, c'est un groupe légendaire. À l'origine, c'est les anciens musiciens de tournée de Bob Dylan. Ils ont accompagné son passage à l'électrique, participé à des enregistrements cultes et surtout, ils ont imposé leur propre style, une fusion de rock, blues et country. Mais après plus de 15 ans sur la route, épuisés par les tournées, ils veulent tirer leur révérence. Martin et Robertson se sont rencontrés sur la scène new-yorkaise quelques années plus tôt, autour de leur amour commun pour la musique. Et après avoir vu Mean Street, le leader est convaincu que Scorsese sait capter l'âme du rock. Pour filmer leur dernier concert, le groupe veut Martin Scorsese. Et lui est tellement heureux de pouvoir participer à cet hommage qu'il accepte de le réaliser gratuitement. Alors le soir de Thanksgiving, The Band monte sur scène au Winterland Ballroom de San Francisco pour un show de plus de 5 heures. Happy Thanksgiving! Scorsese transforme l'événement en moment de cinéma. 7 caméras 35 mm, une équipe de tournage de haut niveau, un découpage millimétré avec des storyboards à l'appui.
et même le décor de la Traviata loué à l'Opéra de San Francisco pour donner un côté théâtral à l'ensemble. Mais le plus impressionnant, c'est la liste des invités. Tour à tour, Bob Dylan, Neil Young, Van Morrison, Joni Mitchell, Eric Clapton, Muddy Waters, Ringo Starr et bien d'autres viennent rejoindre The Band. Entre les performances, Martin filme aussi des interviews avec les membres du groupe. Il cherche à donner au documentaire un équilibre entre énergie musicale et nostalgie. Robertson, lui, supervise tout le mixage son. La dernière valse, c'est le nom du documentaire, ne sort que 2 ans plus tard. Ce qui devait être un simple concert devient une réflexion sur la vie d'artiste, l'usure du succès et la fin d'une époque. Sans le savoir, Martin sauvegarde ce qu'on appellera plus tard le plus grand concert d'adieu de l'histoire du rock. Thank you. Thank you very much. The road was our school. It gave us a sense of survival. It taught us all we know. There's not much left that we can really take from the road. And we've had our share of... Et bonheur supplémentaire, c'est aussi à cette époque-là qu'il épouse la scénariste Julia Cameron. Quelques mois plus tard, ils accueillent un enfant, James Cameron. Oui, bon, je rigole, ça va. Ils accueillent une petite fille qu'ils appellent Dominica. Dimanche en italien, le jour du Seigneur. Pourtant, malgré ce triomphe public et critique, et ce nouveau mariage, Martin approche sans le savoir des années les plus chaotiques de sa vie. La célébrité, ses excès de travail et sa santé commencent à le rattraper. À 35 ans, Martin Scorsese a envie de diversifier ses projets, d'expérimenter de nouvelles formes visuelles. Little Italy reste une source d'inspiration, mais il s'éloigne progressivement de son quartier natal parce que maintenant, il veut raconter New York dans sa globalité. Et c'est comme ça qu'en 1977, il accepte de faire la comédie musicale New York, New York. 2 fois dans le titre, comme ça il n'y a pas de doute sur le sujet. Ce film est le premier d'un accord signé pour plusieurs projets entre 2 producteurs, Irwin Winkler et Robert Chartoff, et le studio United Artists. Le scénario suit la relation compliquée entre un saxophoniste et une chanteuse au milieu des années 40. Martin, il est aux Anges, c'est sa ville préférée au monde, dans un genre qu'il adore depuis tout petit. Il fait venir De Niro pour le rôle principal et choisit Liza Minnelli pour l'accompagner. Ce projet marque un tournant dans sa carrière. Martin s'essaie à la couleur vive, aux numéros musicaux et à un style théâtral. Sauf qu'en coulisses, on est loin des paillettes. When you're working for 22 weeks in a picture, and you have to wait 3 hours a day for makeup, and then you have to wait, because you have to move a wall, a set, you have to wait another hour and a half, and you're exhausted, and my friend Mardik here is writing scenes, and we're working on everything. The slightest thing after a while becomes a little tiresome. Then you have to get yourself regenerated again. It gets difficult at times because of the pressure. Pour tenir le rythme, Martin cherche toutes sortes de moyens, des moyens légaux, pas trop agressifs d'abord, puis il dérive vers d'autres, beaucoup plus dangereux. Et il se met à consommer régulièrement. Au départ, c'est juste pour le booster un peu, mais très vite, ça le dépasse. Il devient instable, change d'humeur et est incapable de se concentrer sur le plateau. Une bagarre éclate même avec Robert De Niro sur le tournage. Son couple en prend aussi un coup. Après seulement 1 an de mariage, sa relation avec Julia Cameron finit en divorce. Et ça, c'est un signe que la drogue empoisonne son entourage autant que lui. Pour sauver le film, Marcia Lucas vient lui apporter son aide au montage, alors qu'elle travaille aussi sur le nouveau petit projet de son mari, Star Wars. Mais malgré ça, la spirale infernale continue. Sa comédie musicale, que Martin imagine pour le grand public, est un raté critique et commercial à sa sortie. New York, New York came from something that I wanted to do and explore genre, and I started to fool around mixing genre, and that was a failure at the box office and in Hollywood, and it sort of set me off on a road, feeling I never knew if I'd have the passion again to do something for myself. Pour le cinéaste, cet échec est terrible. Il se trouve fragilisé et plonge encore plus dans la drogue. Ses crises d'angoisse et d'asthme s'aggravent. Il développe même des obsessions irrationnelles comme une phobie du chiffre 11 qui l'empêche de vivre normalement. Ses addictions le paralysent petit à petit et sa dépendance s'intensifie jusqu'au point de rupture. En 1978, il fait une overdose qui provoque une hémorragie interne. Ses proches pensent même qu'il va mourir, mais par miracle, au bout de quelques semaines d'hospitalisation, il s'en sort. Physiquement du moins, parce que psychologiquement, c'est le fond. Il ne croit plus du tout en son avenir de cinéaste.
ce sont 3 personnes qui changent le cours de l'histoire de Scorsese. La première, c'est l'actrice Isabella Rossellini, que Martin rencontre juste avant son overdose lorsqu'elle vient l'interviewer pour la télévision italienne. Elle a 25 ans, elle est belle, pleine de vie, et il en tombe très vite amoureux. Il l'épouse quelques mois plus tard, en 1979, en Italie, bien sûr. La seconde personne, c'est Fran Lebowitz, une écrivaine critique de la société américaine qui connaît le succès 2 ans plus tôt avec son livre Metropolitan Life. Les deux se croisent régulièrement dans les cercles intellectuels new-yorkais et leurs discussions profondes font du bien à l'esprit torturé de Martin. Et la dernière personne qui va le sortir de sa dépression, c'est Robert De Niro. Resté à ses côtés malgré tout, il refuse de voir son ami sombrer. Il lui parle alors d'un projet qu'il a en tête depuis longtemps, raconter la vie du boxeur Jake LaMotta. Depuis 5 ans, De Niro lit et relit sa biographie en boucle. LaMotta, c'est un homme brutal, talentueux, mais incapable de se sauver de lui-même. Et De Niro voit dans cette histoire un miroir parfait de Scorsese. Un homme qui s'autodétruit. He kept at me on that picture for a number of years, actually. I wasn't interested in boxing until finally I was in the hospital and De Niro came up to visit me and he said, "Listen, you'd be good for this film. Why don't you just do it? Come on." And I suddenly said yes. Convaincu par son ami, Martin accepte. Pour le scénario, il rappelle celui qui lui a apporté la gloire avec Taxi Driver, Paul Schrader. Les producteurs Irwin Winkler et Robert Chartoff, qui malgré l'échec du dernier film, ont adoré travailler avec Martin. Alors, ils reviennent pour compléter l'équipe. Martin a besoin de s'éloigner de ses angoisses et De Niro doit s'immerger dans le rôle, alors Robert propose de faire une pause avec New York. Les deux partent pour Saint-Martin dans les Caraïbes. Voilà, et ils s'amusent à envoyer des photos d'eux sur la plage aux producteurs pour leur faire croire qu'ils financent leurs vacances. En réalité, ils passent leur temps dans leur chambre d'hôtel à retravailler le script du film Raging Bull. La rage au ventre en français. De retour à New York, De Niro se transforme physiquement. Il s'entraîne comme un vrai boxeur pendant des semaines avec LaMotta lui-même. Puis il prend 30 kilos en 4 mois pour pouvoir coller au personnage quand il vieillit. Pour jouer son frère à l'écran, De Niro choisit Joe Pesci. C'est le premier rôle de Pesci qui travaille à ce moment-là dans la restauration pour payer les factures. Même chose pour Katy Moriarty, alors quasiment inconnue à ce moment-là, qui joue l'épouse de LaMotta. Martin fait aussi appel à son père, Charles, pour un petit rôle. Et pour la scène du mariage, il s'inspire directement de celui de ses parents, ce qui confirme à nouveau cette tradition affective de lier sa famille à son cinéma. Fidèle au titre du film, le réalisateur met aussi dans ce projet toute sa colère et sa douleur. Scorsese dirige les scènes de combat comme des chorégraphies. Il choisit un noir et blanc cru, un montage sec, une caméra collée au corps pour faire ressentir chaque respiration et la puissance de chaque coup. Mais dans ce film, la violence n'est pas seulement sur le ring. Elle est aussi dans le foyer, déclenchée par l'envie et la jalousie. You fuck my wife. What? You fuck my wife. How could you ask me a question like that? How could you ask me? I'm your brother. Pour Martin, le tournage est une épreuve, mais aussi une délivrance. La bonne nouvelle, c'est que le syndicat des monteurs d'Amérique approuve enfin la demande de Thelma. Cette fois, elle peut superviser le montage complet du film de façon officielle. À la sortie du film en 1980, ce n'est pas tout de suite un grand succès commercial. L'histoire d'un boxeur violent n'attire pas les foules. Mais la critique, elle, trouve le film génial. Et avec le temps, Raging Bull est même considéré comme l'un des plus grands films américains de tous les temps. Mais ce film, c'est aussi un moment particulier du cinéma et aussi de l'histoire américaine. En 1981, John Hinckley, un jeune homme de 25 ans obsédé par Taxi Driver et par l'actrice Jodie Foster, tente d'assassiner le président Ronald Reagan. Il explique son geste comme une manière de lui prouver son amour, s'identifiant profondément au personnage de Robert De Niro. Ce drame choque l'Amérique, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'à cette même période, Scorsese reçoit une lettre anonyme glaçante dans laquelle l'auteur le menace de mort pour avoir exposé Jodie Foster dans son film. Alors au moment des Oscars de 1981, alors que Raging Bull est nommé dans plusieurs catégories, Martin Scorsese porte un gilet pare-balles sous son costume, pensant qu'il pourrait être pris pour cible. Et heureusement, pas de drame ce soir-là. The winner is Robert De Niro, The Raging Bull. Robert De Niro remporte l'Oscar du meilleur acteur. I want to thank everyone. Of course, Jake LaMotta. Marty Scorsese, who
Gave me and all the other actors and everyone on the film all the love and trust that anyone could give anyone, and it's just wonderful as a director. Et Thelma, l'Oscar du meilleur montage. Thank you very much. I'm very proud to have this. I want to thank, first of all, Marty Scorsese. He edited this film with me every minute of the time. Alors bien sûr, pour Scorsese, la fierté est immense. 2 de ses plus proches complices reçoivent sous ses yeux les honneurs du cinéma. Lui aussi est nommé dans la catégorie meilleur réalisateur, mais il repart sans récompense. Mais ce n'est pas grave parce qu'à travers ce projet, Martin trouve une forme de rédemption. Le film se termine sur une citation de la Bible. « J'étais aveugle et maintenant je vois ». En racontant la chute et la reconstruction de la Mota, il parle en réalité de lui. He becomes so negative a character that he cuts off everyone around him, and including himself from his own soul, until finally at the end he goes to his own sort of redemption and is able to get at least one moment in his life where he's at peace with himself at the end when he's in front of the mirror. Raging Bull devient le symbole de sa renaissance, artistique et personnelle. Grâce au soutien de De Niro et à la force de ce projet, Martin arrête la drogue et à l'aube des années 80, sa carrière qu'on croyait brisée repart de plus belle. Martin Scorsese a retrouvé un nouveau souffle. Après les crises de la fin des années 70, il est maintenant sobre et concentré, prêt à prendre des risques avec son cinéma. Pour se relancer, il lit en 1982 le scénario de La Valse des Pantins. Le script parle d'un humoriste prêt à tout pour atteindre la célébrité. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Rupert Pupkin. I was born in Clifton, New Jersey, which was not at that time a federal offense. Martin n'est pas tout de suite convaincu, mais au fil des lectures, il finit par être séduit par le mélange de comédie et de malaise. Il propose à De Niro ce premier rôle très différent de ce qu'il fait d'habitude. What about the first few one-liners? Were they strong enough? I was a little... Strong enough? No. If they were any strong, you'd hurt yourself. They're marvelous, you daffy bastard. Et Martin fait aussi appel à Jerry Lewis pour jouer la célébrité qui l'obsède. L'histoire est parfois drôle, parfois inquiétante et explore les excès du désir de reconnaissance. Au montage, on peut de nouveau compter sur Thelma, mais une fois terminé, le film reçoit un accueil très mitigé. Si la critique reconnaît son intelligence, le public, lui, n'accroche pas. À la télévision, La Valse des Pantins est présentée comme le flop de l'année. And so, no, the film was completely ignored, reviled. It was appreciated. I think it opened the Cannes Festival. But other than that, the film was just put away for years. Et c'est là que la spirale infernale recommence. La vie perso de Martin déraille. Après seulement 3 ans de mariage, Isabella Rossellini demande le divorce. Pour se changer les idées, il se replonge aussitôt dans le travail avec le scénario d'un étudiant de Columbia, After Hours. All right, there's the train. There's the train. Come on, give me a token. Come on. It's good with you. Ça raconte la nuit folle d'un homme ordinaire de Manhattan qui veut juste rentrer chez lui mais qui n'y arrive pas à cause d'une série de rencontres absurdes et improbables. Au même moment, ce scénario est aussi dans les mains de Tim Burton. Mais quand Burton apprend que Scorsese veut faire le film, il se retire. Martin veut montrer un New York banal, mais un peu fou et angoissant. Une ville qui devient un personnage. Le tournage se fait presque entièrement de nuit, à Manhattan même, avec une petite équipe pour garder le côté spontané. Et comme toujours, c'est Thelma qui assure le montage. Cette fois, la réception par la critique et le public est meilleure. Même si ce n'est pas encore à la hauteur de ce qu'espère Martin. It's painful. You look at the video assist and you see it's not exactly the angle you wanted, then how do you get it? And maybe an actor's not feeling well that morning, and then you hear the lines read and you say, my God, that's not exactly what I meant with those lines. And then, I mean, it's a mess. It's constantly a mess. It's constantly in this. Mais il y a quand même un point positif, c'est que sur ce tournage, il rencontre Barbara De Fina, monteuse et assistante de production. Leur relation professionnelle devient vite amoureuse et ils se marient en 1985. Oui, moi aussi j'ai l'impression qu'ils changent d'épouse à chaque film, on est d'accord. Et c'est justement Barbara qui, quelques mois plus tard, lui propose son prochain film, car elle en est l'une des productrices. C'est La couleur de l'argent, la suite du film The Hustler, sorti quand Martin avait 20 ans. Pretty damn good. Not bad for a blind man. Rack 'em up. Yes, sir, boss. Paul Newman prend le premier rôle aux côtés d'un jeune acteur de 24 ans, en pleine ascension, Tom Cruise. Et le tournage se passe tellement bien que Martin boucle le film avec 1 jour d'avance et 1 million d'économisés. Sans surprise, Thelma est encore au montage, et à sa sortie en 1986, le film plaît autant au public qu'à la critique. The winner is Paul Newman. Paul Newman obtient même l'Oscar du meilleur acteur. Les prises de risque de Martin Scorsese paient de nouveau, et il a l'air de vouloir continuer dans ce sens.
L'année suivante, il accepte un projet qui sort complètement de son univers habituel, réaliser un clip de musique pop. L'idée vient d'un producteur qui cherche un réalisateur capable d'apporter une dimension cinématographique au projet de son artiste. Et pour un cinéaste dans sa période expérimentale, la proposition est trop intrigante pour refuser. Si Martin a déjà fait de la comédie musicale, le défi cette fois c'est de trouver un équilibre entre la mise en scène de cinéma et celle d'un clip très attendu à la télévision. Il faut raconter en 17 minutes l'histoire d'un jeune de Brooklyn qui revient de son école privée pour les vacances et fait face aux provocations de ses amis d'enfance parce qu'il n'est plus un mauvais garçon. Martin Scorsese se retrouve à la réalisation de Bad de Michael Jackson. Scorsese dirige les danseurs, coordonne les mouvements de caméra et les lumières. Et en fait, en vrai, il s'amuse. Il s'amuse tellement qu'il se permet même un petit easter egg. Sa tête est sur l'affiche Wanted arrachée par les danseurs juste ici. Dès sa diffusion, le clip est un succès et l'expérience confirme la capacité de Scorsese à adapter son travail à tous les types de formats et de sujets. Enfin presque tous les sujets parce que le prochain que choisit Scorsese va provoquer un raz-de-marée mondial. À 44 ans, Martin décide de réouvrir l'un de ses romans favoris, celui qu'il avait découvert à 14 ans avec le père Francis, La dernière tentation. Le roman parle de Jésus comme un homme qui doute, qui a peur et qui est tenté par une vie normale, avec famille et enfants. Un Christ qui a du mal à accepter sa mission divine. Et ça, c'est différent des représentations religieuses habituelles. Tout tourne autour de la tension entre l'homme et le sacré. Et ça, bien sûr, ça parle à Martin, qui veut en faire un film. Paramount Pictures was signed up to make the film. And I had one meeting with Barry Diller at the time was the head of the company, and he asked why I wanted to make the film. And I said, so I can get to know Jesus better. And he had a very sweet reaction. He kind of blushed. It was great. Martin Scorsese pense à Willem Dafoe pour incarner Jésus. Il l'a récemment rencontré par l'intermédiaire d'un directeur de casting, mais c'est la performance de l'acteur au théâtre qui le convainc. À cette époque, Dafoe est peu connu et il n'a pas encore de rôle marquant. Et c'est pour ça que Dafoe accepte ce rôle risqué, même s'il est conscient que ça l'expose à la critique des groupes religieux. They'll have the real value, the value of love, to love, share and comfort. They'll have the courage to do the good. Au casting, on retrouve aussi Harvey Keitel en Judas, et plus improbable, David Bowie dans un rôle secondaire. Bowie, qui a 40 ans à ce moment-là, n'est pas choisi pour ses talents de chanteur. Martin va le chercher pour sa renommée et parce qu'il a à l'origine une formation de mime et de théâtre. Le tournage se déroule en large partie au Maroc, avec des décors naturels et des reconstitutions antiques pour rester fidèles à l'esprit du roman. Les scènes religieuses sont filmées avec des éclairages minimalistes et des plans longs pour accentuer la dimension introspective de l'histoire. Mais le tournage est surtout marqué par une grande pression médiatique. Face à cela, les producteurs de Paramount qui ont en charge le projet se retirent. Le film est sauvé au dernier moment par Universal qui reprend la main, sauf qu'il manque encore de l'argent. Martin Scorsese se tourne alors vers plusieurs pays pour obtenir des financements, et c'est notre ministre de la culture française de l'époque qui débloque 3 millions de francs pour Scorsese. Ok, cool, mais quelques semaines plus tard, l'archevêque de Paris proteste personnellement auprès du président François Mitterrand, et le ministère est obligé de retirer la subvention. Voilà, fin de l'anecdote. Mais à force de persévérance, Martin réussit quand même à boucler le film. À sa sortie en 1988, c'est un tsunami, une polémique mondiale sans précédent. Le film est interdit de diffusion dans plusieurs pays, dont la Turquie, le Chili, l'Argentine, le Mexique et l'Irlande. Et des manifestations ont lieu partout. La folie va même jusqu'aux attentats en France. En l'espace d'une semaine, un cinéma à Besançon et 2 autres à Paris sont attaqués au cocktail Molotov juste parce qu'ils diffusent le film. L'attentat du cinéma du quartier Saint-Michel à Paris fait 14 blessés. Mais ce n'est pas ça qui va faire reculer Scorsese, qui refuse la censure et défend publiquement son film. For me, it's never been just another film. For me, it was the most important film I've ever had to make. And it's very important for me, this movie. I mean, because of my religious background, because of the fact I wanted to be a priest, because of the fact that, in a sense, the church has never left me and I've never left it in that sense. Even though I'm a lapsed Catholic, I'm not a Catholic who's practicing Catholic. Le réalisateur reçoit alors des tonnes de menaces de mort et doit s'entourer de gardes du corps pendant plusieurs mois. Dans la presse, le débat autour de ce film blasphème efface complètement la critique cinématographique. Et ce que je trouve dingue, c'est que le clip de Bad était prémonitoire, parce que sur l'affiche, Martin Scorsese était recherché pour sacrilège. Incroyable, on est dans les Simpsons. La santé mentale du réalisateur est mise à l'épreuve, mais heureusement, ses proches sont là. Sa famille, De Niro, Thelma et sa femme Barbara l'empêchent de replonger. Les années 80 montrent un Scorsese à la fois plus assuré et plus audacieux, avec une équipe de confiance et un meilleur équilibre personnel. Même en explorant des genres différents, ses projets reflètent toujours ces thèmes. Dans La valse des pantins, c'est la solitude et l'obsession. Avec After Hours, c'est New York et l'angoisse. Dans La couleur de l'argent,
l'ambition, avec le clip bas de la chorégraphie et la musique. Et bien sûr, la dernière tentation du Christ, c'est la foi à toute épreuve. Chaque projet montre une part de lui, sauf que pour l'instant, Hollywood n'a plus très envie de le revoir. En 1989, après le scandale de la dernière tentation du Christ, Scorsese peine à trouver des financements pour de nouveaux projets. Son image est sombre, alors les studios hésitent à s'engager avec lui. Heureusement, son cercle l'empêche de tomber au chômage technique. Coppola et Woody Allen l'invitent à participer à New York Stories, une compilation de 3 courts-métrages qui rendent hommage à la ville. Martin réalise celui intitulé « Leçon de vie », qui met en scène un peintre vieillissant et sa muse plus jeune. Last time. It's nice. Nice? Yeah, nice. Full of shit. You left. You know, you're the only person in the world who could say that to me and live. Comme à son habitude, Scorsese choisit des personnages en marge et en quête de sens. Thelma revient pour sublimer l'histoire au montage et à la sortie du film, la partie de Martin est considérée comme la plus réussie. Ce projet permet donc à Scorsese de rester actif et de regagner doucement la confiance de l'industrie. C'est à ce moment que Martin découvre le livre Wise Guy, qui raconte l'histoire vraie d'un jeune gangster italo-américain. Dans ce bouquin, il y trouve tous ses thèmes de prédilection. Le crime, la loyauté et la trahison. Alors, il est aussitôt convaincu qu'il doit en faire un film. Il recontacte les producteurs Irwin Winkler et Robert Chartoff, ceux avec qui il a déjà fait New York et Raging Bull, parce qu'il sait qu'ils comprennent sa vision et lui font confiance. Et ensemble, ils approchent les dirigeants de la Warner Bros. Martin veut que ça s'appelle Goodfellas. Goodfellas, c'est un mot d'argot anglais qui désigne les gangsters entre eux. Ça veut dire les bons gars. Mais en français, ça rend moins bien, alors chez nous, le titre, c'est les affranchis. Déjà parce que la traduction de Goodfellas n'a pas le sens exact du mot en anglais, et puis parce que les affranchis, c'est un mot qui évoque ceux qui ont été libérés d'une autorité. Comme dans cette histoire où les héros sont libérés des lois ordinaires pour devenir des membres initiés et protégés de la mafia. He'd walk in the door and everybody who worked the room just went wild. He'd give the doorman 100 just for opening the door. Martin Scorsese commence alors à préparer le tournage. Il choisit Robert De Niro, Joe Pesci et Ray Liotta. Il travaille le scénario, il réfléchit déjà à la bande-son et il repère les lieux de tournage à Little Italy, bien sûr. Mais la Warner doute encore que ce soit une bonne idée d'investir sur un de ses projets. Et c'est Robert De Niro en personne qui va les convaincre. Merci, Bob. Scorsese plonge les acteurs dans l'atmosphère des années 50-60 et utilise des techniques qui deviennent emblématiques, comme la caméra portée et les longs plans séquences. Sur le plateau, Joe Pesci impressionne par la violence et l'improvisation dont il fait preuve pour son personnage. Why don't you go fuck yourself, Tommy? That's fucking irrational. I don't believe what I just heard. Hey, Spider, you gonna let this fucking punk get away with that? What's the matter? What's the world coming to? Mais entre ses impros et celles de De Niro, le tournage à New York prend du retard, et ça n'arrange pas Martin qui a un petit voyage prévu au Japon. Après un peu plus de 2 semaines de prolongation, le tournage est enfin terminé, et c'est maintenant au tour de Thelma de sublimer le film au montage. Et dès le lendemain du bouclage, Scorsese s'envole pour Tokyo. Pourquoi ? Parce que le grand Akira Kurosawa l'attend pour son film Rêve. Pas pour l'aider à la réalisation, mais pour interpréter Vincent Van Gogh. Kurosawa veut quelqu'un capable de transmettre le tourment émotionnel du peintre, et après avoir vu l'œuvre de Scorsese, il pense qu'il est le seul à pouvoir le faire avec de la profondeur. C'est normalement pas son truc de faire l'acteur, mais Martin, qui considère Kurosawa comme un grand maître, a tout de suite sauté dans l'avion. Sur place, dans le Shinkansen, le train à très grande vitesse japonais, il dévore le roman Silence. Le tournage de Kurosawa se fait très rapidement, parce que le réalisateur a déjà tout bien planifié. Alors l'expérience est géniale pour Martin, mais très courte. I consume this natural setting. I devour it completely and whole. And then when I'm through, the picture appears before me complete. Une fois son petit segment au Japon fini, il repart terminer son propre travail. De retour sur Les Affranchis, Martin découvre le montage final de Thelma, volontairement saccadé, saturé de musique pour créer une tension constante et mettre en avant la voix off de Ray Liotta pendant les silences. Et ça y est, tout est prêt. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Quand le film sort, le public et la critique sont totalement conquis. And the Oscar goes to Joe Pesci in Goodfellas. Joe Pesci remporte l'Oscar et le Golden Globe du meilleur second rôle. Oh, it's my privilege, thank you. Voilà, efficace le discours. Et tout ça réhabilite le genre du film de gangster.
Parce qu'à ce moment-là, les films de gangsters sont souvent pris à la légère. En général, il s'agit d'histoires simples, des méchants et des gentils bien définis, avec une violence stylisée et à la fin une morale bateau. Tellement que dans les années 70, le genre était un peu tombé dans l'oubli. Avec Les Affranchis, Scorsese change tout. Il montre la mafia comme un vrai monde, avec des personnages crédibles, des relations compliquées, et une violence qui fait partie de la vie, pas juste du spectacle. What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny. Get the fuck out of here, Tommy. You motherfucker! I almost had him! C'est un retour triomphal. Et ça y est, Martin Scorsese est maintenant vu comme le roi du réalisme violent, mais humain. Sauf que 1990, c'est pas seulement l'année du grand retour de Scorsese, c'est aussi le moment où il s'engage à sauver le cinéma lui-même. En 1990, deux choses se produisent en parallèle. D'un côté, le numérique gagne du terrain et de l'autre, des milliers de films sont en train de disparaître à cause de la dégradation des pellicules. Alors Scorsese fonde avec ses collègues Lucas, Pollack et Spielberg The Film Foundation. Leur organisation a pour mission de restaurer et protéger le patrimoine cinématographique mondial. Film stocks are fragile, so it needs to be preserved and protected. And that's why we started the Film Foundation. We need to keep watch over it so that future generations will be able to trace this extraordinary century-long development of visual language right back to the very beginning. Dans l'histoire du cinéma, le nom de Scorsese prend une autre dimension. Non seulement Martin en écrit de nouvelles pages, mais il veille aussi à ce que les anciennes ne s'effacent pas. Mais voilà, Martin sauve les films, mais il continue d'avoir du mal à préserver ses relations amoureuses. En 1991, son couple avec Barbara De Fina se termine et c'est un 4e divorce pour le réalisateur. Alors pour l'aider à se changer les idées, Spielberg lui confie le remake de Cape Fear sur lequel il devait travailler. Scorsese se met donc à préparer Les Nerfs à vif et dirige De Niro dans le rôle d'un homme obsédé par la vengeance. I'm gonna teach you the meaning of commitment. 14 years ago, I was forced to make a commitment to an 8x9 sale, and now you're gonna be forced to make a commitment. You could say I'm here to save you. Et au même moment, c'est Martin Scorsese qui, cette fois, conseille à Steven Spielberg de se lancer sur la liste de Schindler. Oui, on se rend compte ici de l'influence réciproque et continue entre les movie brats. Les Nerfs à vif fonctionnent bien au box-office, sans pour autant atteindre le succès des Affranchis. Sans être satisfait du résultat, Martin enchaîne quelques semaines plus tard avec une nouvelle adaptation de roman. C'est Le Temps de l'innocence, et ça parle de la haute société américaine à la fin du 19e siècle. Juste après le tournage, Martin perd son père, Charles, qui meurt à 80 ans des suites de problèmes de santé. Le réalisateur espère alors beaucoup de ce film, qui renferme le dernier rôle de son papa. Mais le résultat vis-à-vis du public et de la critique est pire que le précédent. Le film ne fait pas de bruit à sa sortie, et aujourd'hui encore, il est assez méconnu. Les 4 années qui viennent de s'écouler sont dures. C'est le creux de la vague pour Scorsese. Malgré ses efforts, il se retrouve dans des films moins mis en avant, et une reconnaissance en demi-teinte. Mais cet amoureux de New York ne sait pas encore que c'est la ville du péché qui va relancer sa carrière. Pour se sortir de sa mauvaise passe, Martin décide de partir en quête de nouveaux romans. Et il se trouve que Nicolas Pileggi, celui qui est à l'origine de l'histoire des Affranchis, a un autre bouquin qui colle parfaitement à Scorsese. Ça parle de mafia dans les années 70, pas à New York, mais à Las Vegas. L'histoire suit un homme de main au cœur d'un jeu de pouvoir, de trahison et de violence. Voilà, c'est comme si c'était calibré pour Martin. I was given one of the biggest casinos in Las Vegas to run, the Tangiers, by the only kind of guys that can actually get you that kind of money, $62,700,000. Alors le réalisateur reprend la même recette que pour Les Affranchis, en allant chercher Irwin Winkler et Robert Chartoff. Eux, ils s'occupent de convaincre Universal. Et on peut dire qu'ils sont plutôt bons parce qu'ils débloquent 40 millions de dollars. Avec Casino, Scorsese passe à une toute autre dimension. C'est son plus gros budget jusque-là. Grâce à cet argent, il peut recréer Las Vegas dans les moindres détails, avoir des équipes énormes et engager des figurants par centaines. Au casting principal, on retrouve De Niro et Joe Pesci. Et petite nouveauté, il ajoute Sharon Stone. Martin a tellement de budget qu'il dépense $1 million rien que dans les costumes. De Niro, à lui tout seul, en porte 70 différents. Et c'est pas étonnant quand on se souvient que c'est déjà ce qui lui avait plu adolescent dans les contes d'Hoffman. Pour filmer les scènes intérieures, l'équipe travaille de 1h à 4h du matin, pour ne pas perturber les joueurs du vrai casino Riviera, où le film est en partie tourné. Le personnel du casino dans le film, c'est aussi les vrais croupiers du Riviera, et cette approche, elle donne au rendu une authenticité évidente.
Ce qui est aussi renforcé par le fait que la plupart des dialogues entre De Niro et Pesci sont improvisés. Where the fuck you get off talking to people about me behind my back going over my head? What people? What people would you think I wasn't gonna find out? I don't even know what you're talking about, Nick. Entre Casino et Les Affranchis, le parallèle est très clair. Les histoires sont issues du même auteur, on a des acteurs en commun, une narration en voix off, une structure en flashback et une exploration des mêmes thèmes. La vraie différence, c'est que Casino se distingue par des couleurs plus vives et des décors riches à l'opposé du réalisme brut des Affranchis. Et là encore, on sent l'influence des contes d'Hoffman. Et ça paye, le film rapporte près de 116 millions de dollars au box-office mondial. Les amateurs de films de gangsters adorent, et la critique applaudit le travail sur les acteurs et le montage serré de Thelma. Sharon Stone, de son côté, a une nomination aux Oscars et remporte le Golden Globe pour son rôle. I am so proud to be a part of a business where our product is still handmade. And I am so proud to work with people of the quality and caliber of this group that made Casino. Et même si De Niro et Scorsese n'ont pas de récompense, le film est vite considéré comme un classique du cinéma. C'est un nouveau beau succès pour Martin. Et puis c'est une période plus douce pour le cinéaste qui fête aussi cette année-là la rencontre de l'éditrice Helen Morris. Les deux tombent amoureux et entament une relation. Mais alors qu'on pense que la carrière de Martin est maintenant à l'abri du danger, le réalisateur fonce tout droit vers un nouveau scandale. Mary says, as far as me, I'm not taking him any place anymore. And that's a shame, make me say things like that. Is he still taking this? I'll murder you, you won't get out of this house alive. Après Casino, alors que Martin a 55 ans et est de retour au sommet, sa maman Catherine décède des suites d'Alzheimer. En plein deuil et introspection, il cherche à réaliser une histoire profonde, loin de l'effervescence de son dernier projet. Cette histoire, il la trouve dans l'actualité politique. Depuis quelque temps, les médias font remonter le sujet du Tibet sous contrôle chinois depuis l'invasion de 1950. Le 14e Dalai Lama, réfugié en Inde, est devenu un symbole mondial de la résistance pacifique et de la lutte pour les droits de son peuple. Ce qui attire Scorsese, c'est l'idée d'un personnage jeune et idéaliste, obligé de devenir un leader dans des circonstances extrêmes. Il voit immédiatement le potentiel cinématographique, un biopic symbolique qui parle de la jeunesse, des responsabilités et de la foi. The Buddha of compassion, the wish-fulfilling jewel, the 14th Dalai Lama. Irwin Winkler et Robert Chartoff continuent de soutenir Martin et les directeurs d'Universal acceptent le projet. Pour le casting, Scorsese confie la majorité des rôles à des Tibétains qui ne sont pas acteurs pour renforcer le réalisme de l'histoire. Comme le film est politiquement sensible, impossible pour l'équipe de se rendre au Tibet. Alors il retourne au Maroc, comme pour La Dernière Tentation du Christ, et le tournage se fait dans un style contemplatif très différent de ses films new-yorkais. Pour une fois, Martin travaille avec beaucoup de plans fixes et une bande-son minimaliste qui servent à accentuer la dimension spirituelle. This week began the peaceful liberation of Tibet. Mais avant même sa sortie en salle, le film est déjà au cœur d'une polémique internationale. La Chine, furieuse, fait pression sur les distributeurs et tente de bloquer la sortie dans plusieurs pays. I think they're able to release a film, try their best, quote unquote, and if the film begins to falter, now whether it's my perception of faltering or their perception of faltering or together or not, it becomes rather delicate. Yeah. I personally think that unfortunately they didn't push the picture. Because of the fear of offending China. Who knows? Yeah. Le réalisateur est banni d'entrée sur les territoires chinois. Certains médias américains attaquent même Martin pour ingérence politique. Le réalisateur tient bon et poursuit dans sa direction artistique avec l'appui sans faille de Thelma, qui termine le montage. Le film s'appelle Kundun, ça veut dire présence en tibétain, et Martin le dédie à sa maman, qui n'est plus là. À la sortie en salle en 1997, le scandale international se poursuit sur la question de la liberté artistique et la critique est partagée. Beaucoup saluent la beauté visuelle et la justesse historique, mais d'autres trouvent le film trop lent et l'histoire difficile à suivre. En tout cas, du côté français, ce film ne vient pas entacher son image de grand cinéaste, bien au contraire. En mai 1998, Martin Scorsese est même nommé président du jury du 51e Festival de Cannes. Le jury qu'il dirige cette année-là est particulièrement éclectique. On y retrouve aussi bien l'actrice américaine Sigourney Weaver que la romancière Zoé Valdez ou que le rappeur MC Solar. Tous les membres viennent d'horizons très différents, ce qui rend les délibérations intenses. Et ils doivent en plus trancher entre des films très variés. Ils ont au programme des œuvres sociales, des fictions politiques et des comédies.
The Palme d'Or à l'unanimité, to l'éternité et un jour de Theo Angelopoulos. À l'issue du festival, c'est L'éternité et un jour du réalisateur grec Theo Angelopoulos qui remporte la Palme d'Or. C'est une œuvre lente, méditative, sur le souvenir et la mort. Un choix qui confirme les affinités de Scorsese pour les films contemplatifs qui osent reposer les questions existentielles. Mais l'autre moment marquant de cette édition, c'est la remise du Grand Prix, qui récompense le film que le jury considère comme le deuxième plus important de la compétition, juste après la Palme. Grand Prix goes to La Vita è Bella, Roberto Benigni. Il est attribué à La vie est belle, une comédie dramatique audacieuse et particulièrement touchante sur la Shoah du réalisateur et acteur italien Roberto Benigni. Et lors de la cérémonie, Benigni, débordant d'émotion, monte sur scène et se jette littéralement aux pieds de Scorsese en signe de respect et de remerciement. Ce geste, aussi théâtral que sincère, est devenu culte dans l'histoire du festival. Quelques mois après l'effervescence de Cannes, Martin décide de revenir à ses sujets plus traditionnels en adaptant un nouveau roman. Il choisit une histoire qui suit un ancien ambulancier de New York hanté par les vies qu'il n'a pas pu sauver. C'est À tombeau ouvert. The night started out with a bang. A gunshot to the chest on a drug deal gone bad. All the elements were in place for a long weekend. Heat, humidity, moonlight. Martin Scorsese confie le projet au scénariste de Taxi Driver, Paul Schrader, et c'est assez logique quand on voit à quel point les deux histoires se font écho. Pour le rôle principal, l'équipe retient cette fois Nicolas Cage. Ce qui plaît à Scorsese chez cet acteur, c'est qu'il est en pleine mutation. Après avoir explosé dans les années 80 avec des films cultes comme Leaving Las Vegas, pour lequel il remporte un Oscar, il alterne maintenant entre grosses productions hollywoodiennes et rôles plus personnels. L'acteur et le réalisateur se comprennent là-dessus. Le tournage se déroule dans les ruelles de Manhattan avec un gros travail sur la photographie. Tout le long, les lumières vives des gyrophares et les néons contrastent avec la noirceur psychologique du héros. Et Thelma revient au montage pour accentuer cette descente aux enfers. I ain't feeling so hot. I've been seeing the ghosts. Mais malgré cette richesse artistique, le film peine à trouver un public dans les cinémas parce qu'il est éclipsé par les autres œuvres de l'année 1999. Sa sortie est coincée entre celle de Star Wars épisode 1 et Matrix, un peu avant, et Fight Club et La Ligne Verte, juste après. C'est une belle année pour le cinéma, mais pas pour Scorsese. Avec un budget conséquent de 32 millions de dollars, le réalisateur et les producteurs ne récupèrent pas les coûts de production au box-office. Pour Martin Scorsese, le dernier scandale politique et ses deux difficultés commerciales sont un nouveau moment de tension dans sa carrière. Et pour celui qui sacralise la famille, la perte de ses deux parents en peu de temps n'arrange rien à sa vie personnelle. Mais si ces derniers films ne remportent pas de grosses récompenses, Kundun et À tombeau ouvert renforcent surtout sa réputation. Scorsese rappelle ici à tout le monde qu'il n'hésite jamais à prendre des risques et ne recule pas face à la violence. Les risques et la violence, il va même s'en nourrir encore davantage pour ses projets suivants. À la veille du nouveau millénaire, Martin prend du recul. Et suite à la disparition de ses parents, il ressent le besoin de se reconnecter avec ses origines. Il le fait en particulier avec un projet plus intime, Mon voyage en Italie. I'm American, so when I decided to try and make films, I naturally thought that my place was going to be in Hollywood. I mean, if you're a filmmaker in America, that's where they make the movies. But then, the more films I made, the more I realized what an indelible mark Italian cinema had left on me. Ce documentaire est une véritable déclaration d'amour au cinéma italien. Celui qui a formé son regard et nourri son imaginaire quand il était encore enfant. Pendant plusieurs heures, il commente, analyse et transmet les films qui l'ont marqué. Cette œuvre personnelle apaise l'opinion publique après Kundun parce qu'on y découvre un Scorsese passionné, pédagogue, une vraie encyclopédie du 7e art. Martin prend aussi son temps parce qu'en 1999, quelques mois après son mariage avec Hélène, l'éditrice donne naissance à un bébé. À 57 ans, il devient papa d'une troisième fille, Francesca. Et oui, c'est elle qui fait des TikTok avec son père aujourd'hui. Mais au bout de 2 ans à la maison, il revient à ses grandes ambitions et surtout à ses obsessions. Il ne tient plus en place et décide de se lancer dans un projet colossal, celui de raconter les luttes de pouvoir à Manhattan au XXe siècle entre gangs, immigration et corruption. Ce que Martin cherche, c'est les origines de la violence new-yorkaise. In my neighborhood, I'd heard stories about all this for years, and I always thought what a great film it would make, and then I found out more about it and more about it. Et ça, c'est Gangs of New York. Us natives, born rightwise to this fine land, or the foreign hordes defiling it.
Martin ne le sait pas encore, mais l'un des plus jeunes acteurs du casting va définir la suite de sa carrière. C'est De Niro qui le recommande pour incarner le personnage principal. Il a 23 ans et il s'appelle Leonardo DiCaprio. À l'époque, il sort juste de Titanic, qui l'a propulsé au rang de star mondiale, même s'il n'est pas encore considéré comme un acteur confirmé. Et quand Martin le voit jouer, il est persuadé qu'il a une vraie profondeur dramatique. De son côté, DiCaprio saute sur le rôle, attiré par le défi de jouer avec l'immense Daniel Day-Lewis et l'opportunité de travailler avec Scorsese qu'il admire. Le tournage est monumental. Plus de 100 millions de dollars de budget, des décors entiers reconstruits en Italie pour recréer les rues de New York, le tout rempli de centaines de figurants. Sans exception, c'est de nouveau Thelma qui monte ce bijou. Le film sort en 2002 et le public est impressionné par la mise en scène et l'ampleur visuelle. New York was a city full of tribes, war chiefs, rich and poor. Gangs of New York marque le grand retour de Scorsese dans les superproductions hollywoodiennes. Et c'est un retour en 2 actes parce que dans la foulée, Martin retrouve DiCaprio pour Aviator. L'acteur qui est en train de devenir l'un des plus grands de sa génération incarne cette fois un millionnaire obsédé par le cinéma et l'aviation, mais aussi prisonnier de ses névroses. Autant dire que ce personnage résonne particulièrement avec Martin. DiCaprio joue la démesure et la fragilité, tandis que Scorsese orchestre de nouveau un très grand spectacle. Le tournage est encore complètement démesuré, l'équipe travaille parfois 14 heures d'affilée, entre reconstitutions minutieuses des années 20 à 40, séquences aériennes spectaculaires et effets visuels complexes. Là, on est loin de son premier long métrage à 75 000 $. The Aviator sort en 2004 et séduit autant le public que la critique. And the Golden Globe goes to The Aviator. Le film remporte une pluie de récompenses aux Golden Globes meilleur film dramatique et meilleur acteur pour DiCaprio, aux Oscars meilleur décor, meilleur costume, meilleure photographie, meilleur second rôle pour Cate Blanchett et même un Oscar du meilleur montage pour Thelma. Rien pour Scorsese. Lui passe une nouvelle fois à côté des trophées. How badly do you want to get an Oscar for director? Me, personally, the time is gone, I think. Alors après une carrière de plusieurs décennies, le réalisateur de 62 ans veut maintenant comprendre pourquoi les récompenses lui échappent depuis toujours. En parallèle de ces tournages, Martin continue son combat pour la mémoire de la musique et du cinéma. Les producteurs de la BBC veulent faire un documentaire sur Bob Dylan. Le chanteur accepte à condition que ce soit un vrai cinéaste qui le filme. Et c'est comme ça que le projet se retrouve sur le bureau de Martin que Dylan connaît depuis 1976 quand il a fait La Dernière Valse. Scorsese dit oui tout de suite parce que pour lui, Dylan n'est pas seulement un musicien, c'est une figure de révolte, un artiste qui refuse de plaire, qui se réinvente, exactement le genre de destin qu'il aime mettre à l'écran. Mais Martin pose aussi sa condition, il veut faire du documentaire une sorte de film de gangster rock. Il ne veut pas raconter toute la vie de Dylan, ce qui l'intéresse, c'est le passage du gamin du Minnesota qui devient la voix d'une génération jusqu'au concert où le public le traite de Judas quand il ose poser la guitare folk pour prendre l'électrique. Dylan adore l'idée, il ouvre ses archives personnelles et donne des carnets, des enregistrements et des images inédites à Martin. What I think is interesting for any young person seeing the film is the development of an artist and the choice that he makes, which is a tougher choice, which is to go on your own and to keep seeing if you could pull anything further out of yourself in later stages of your development. Comme Thelma est déjà surbooké, un producteur conseille David Tedeschi pour le montage. La collaboration avec Martin se passe hyper bien, Tedeschi arrive à structurer des centaines d'heures d'archives pour en faire un récit captivant. Le résultat, c'est No Direction Home. Et c'est très scorsésien, ascension, trahison et renaissance. Martin décide alors de faire de Tedeschi l'autre Thelma, elle pour les fictions et lui pour les documentaires. À sa sortie en 2005, le public et la critique parlent de No Direction Home comme d'un chef-d'œuvre. Scorsese confirme qu'il sait raconter la musique. Et puis après avoir lancé The Film Foundation en 90 pour restaurer les grands classiques américains, Scorsese pousse l'initiative encore plus loin au milieu des années 2000 avec le World Cinema Project. L'idée est de sauver des films qui n'ont jamais eu le moyen d'être préservés dans de bonnes conditions en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. Martin défend l'idée que chaque culture mérite de garder une trace de son cinéma. À travers cette fondation, il restaure des dizaines d'œuvres oubliées et donne une nouvelle visibilité à des cinématographies entières. Pendant que Martin sauve le cinéma, la Warner Bros., elle, rachète des droits d'un polar hongkongais à succès, Infernal Affairs.
pour adapter l'histoire à Boston, au cœur de la pègre irlandaise. Ce projet, c'est Les Infiltrés. Les producteurs contactent directement Scorsese qui a de nouveau la cote après ses 2 derniers gros succès. Le réalisateur hésite au début parce qu'il n'a pas vraiment envie de faire un remake. Les dernières fois avec Boxcar Bertha et Les Nerfs à vif ont donné un résultat décevant. Mais le scénario lui plaît. Pas de New York italien, mais c'est quand même son terrain de jeu. La mafia et les flics. Et il voit déjà comment exploiter au maximum les thèmes qui lui sont chers. L'identité, la loyauté, la trahison et la violence. Ce qui finit de le convaincre, c'est le casting en or que les dirigeants de la Warner lui mettent entre les mains. Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson et Mark Wahlberg. Là, quand même, il se dit que ça, c'est le genre d'équipe capable de transformer un remake en grand film. Are you still a cop? No! No! Swear on your mother's grave, you're still not a cop! I'm not a fucking cop! Tout au long du tournage, Nicholson improvise, teste des répliques, pousse parfois le jeu plus loin que ce qui est prévu. Un jour, pour une scène, il sort un pistolet sans prévenir DiCaprio pour capter sa peur réelle. You know, I didn't initially know how to play it, but it really helped in scenes when Nicholson's holding a gun to your face and making you beg for your life. DiCaprio vit d'ailleurs l'un des tournages les plus éprouvants de sa carrière. Son personnage de flic infiltré le pousse dans une tension constante, à tel point qu'il en perd le sommeil dans la vraie vie. Et Martin entretient volontairement ce stress en l'écartant de Matt Damon, qui joue un agent double pour nourrir l'opposition entre eux. Congratulations on passing the detective's exam and welcome to the Special Investigation Unit. Whoop-de-fucking-do. We won't be working together. Mark Wahlberg, quant à lui, se lâche sur les insultes et Scorsese l'encourage pour renforcer le côté brutal et comique de son personnage. Maybe fuck yourself. My theory on feds is they're like mushrooms. Feed them shit and keep them in the dark. Girls have a good day. Le montage, toujours confié à Thelma, est un casse-tête. Croiser les intrigues, maintenir un suspense permanent, tout en gardant un rythme fluide. Martin Scorsese s'amuse aussi à parsemer le film de croix ou de X visuels dans les décors, les escaliers, les fenêtres et toujours juste avant qu'un personnage ne meure. Et ça, c'est un clin d'œil au Scarface de 1932, où ce motif visuel marquait déjà la mort à venir. C'est juste un jeu pour les spectateurs les plus attentifs, un easter egg de mise en scène. Avec ce niveau d'attention aux détails, Thelma et Martin travaillent des mois pour que chaque coup de téléphone, chaque regard, chaque silence devienne une bombe à retardement. Mais en parallèle, tout ne se passe pas comme prévu avec les studios. Les dirigeants proposent de modifier la fin pour faire survivre DiCaprio ou Damon dans l'idée de lancer une suite. En fait, la Warner veut transformer Les Infiltrés en franchise. Mais Scorsese refuse catégoriquement. Pour lui, ce film doit finir dans le sang, en vraie tragédie. Et Martin réussit à obtenir ce qu'il veut. Le résultat est un film nerveux, énigmatique, où personne n'est jamais vraiment ce qu'il paraît être. Cranberry juice. It's a natural diuretic. My girlfriend drinks it when she's got her period. À sa sortie en 2006, le public remplit les salles pendant des semaines. Et la critique est conquise. On retrouve le Scorsese qu'on aime, avec une efficacité hollywoodienne qui séduit même les plus sceptiques. Aux Oscars de 2007, Francis Ford Coppola, George Lucas et Steven Spielberg sont sur scène pour remettre l'Oscar du meilleur réalisateur. Et lorsque Steven Spielberg ouvre l'enveloppe, And the Oscar goes to Martin Scorsese. À 65 ans, le réalisateur reçoit enfin sa statuette. Quand il monte les rejoindre, la première chose qu'il demande à ses amis, c'est de vérifier l'enveloppe. Thank you. Thank you. Could you double check the envelope? Mais c'est bien réel, Martin Scorsese vient de recevoir la reconnaissance qui lui échappait après 40 ans de carrière. Thank you. I mean, I'm overwhelmed with this honor with the Academy, and also the honor of being presented by my old friends. We go back 37 years. I'm so moved, and so moved. Alors maintenant qu'Hollywood lui donne enfin sa couronne, on pourrait croire que Martin prend du temps pour lui, se repose, voire prend sa retraite. Mais pas du tout, et même bien au contraire. Après la violence physique, Martin s'intéresse désormais à la violence psychologique. Mais avant même d'avoir eu le temps de se lancer sur son prochain film, on vient de nouveau chercher Scorsese pour un documentaire musical. C'est Mick Jagger qui l'approche avec l'idée de filmer un concert de son groupe, les Rolling Stones. Martin les adore et sa passion du rock ne l'a pas quitté. Alors bien sûr, il accepte ce projet intitulé Shine a Light. Le tournage se déroule sur 2 soirées au Beacon Theatre de New York,
dans une salle bien plus petite que les stades habituels du groupe. Martin fait ce choix parce qu'il espère capter une ambiance plus intime. Avant le début du premier concert, en coulisses, le réalisateur est hyper nerveux. Les Rolling Stones n'ont pas de setlist définitive, et ça c'est trop aléatoire pour un cinéaste aussi précis que Scorsese. Mais quand les guitares s'allument, les équipes s'en sortent bien, et avec leurs 4 caméras, ils captent des heures de spectacle. Setlist. Okay, first song. Le montage confié à David Tedeschi, le titulaire des documentaires, prend plus d'1 an pour tout articuler. À sa sortie début 2008, Shine a Light est très bien accueilli, autant par la critique que par les fans. Martin peut retourner à ses films. Fin 2008, la société de production indépendante Phoenix Pictures, qui vient de boucler Zodiac de David Fincher, achète les droits d'un nouveau thriller. L'histoire suit 2 marshals envoyés dans un hôpital psychiatrique mystérieux sur une île coupée du monde. Et chez Phoenix Pictures, les producteurs pensent tout de suite à Scorsese pour raconter cette folie à l'écran. Martin lit le scénario dans son appartement de Manhattan et dit oui dès qu'il termine la dernière page. Après la pression reçue de la Warner Bros sur les infiltrés, il est bien décidé à travailler avec une autre société, surtout si elle est indépendante. Et puis il voit déjà comment la culpabilité et le doute peuvent prendre une dimension nouvelle, plus psychologique. Ce projet, c'est bien sûr Shutter Island. Scorsese sait que l'un des 2 rôles principaux va parfaitement à Leonardo DiCaprio. Mais pour le second rôle, il n'a aucune idée pour l'instant. Et c'est là que le destin fait son œuvre. À l'autre bout des États-Unis, Mark Ruffalo entend parler du projet Shutter Island. À ce moment-là, Ruffalo il a 40 ans, c'est pas un petit nouveau, mais c'est pas une star non plus. Son image est rattachée à Eternal Sunshine of the Spotless Mind et à la comédie romantique 30 ans sinon rien. Il aurait pu en rester là, mais Ruffalo ose un truc rare. Dans sa maison de Los Angeles, il prend un stylo et rédige une lettre à Scorsese. Une vraie lettre de fan qui dit combien il rêve de tourner avec lui et pourquoi il veut faire partie de son prochain film. Le courrier arrive jusqu'au réalisateur et contre toute attente, ça fonctionne. Scorsese est touché par la sincérité de l'acteur et l'invite à auditionner. Et Ruffalo est génial dans le rôle du second Marshall. Il ne joue pas le flic stéréotypé, au contraire, il dégage une chaleur rassurante, presque fraternelle, qui contrebalance bien avec le personnage de DiCaprio et entretient l'intrigue. Martin Scorsese lui donne le rôle. C'est le tournant qui permet à Ruffalo de démarrer la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui. Don't worry about it, they're not gonna catch us. That's right, we're too smart for them. Yeah, we are, aren't we? Pour l'univers visuel, Scorsese fait recréer un hôpital psychiatrique dans un ancien asile désaffecté du Massachusetts. Chaque lieu est pensé pour être inquiétant, des couloirs interminables, des cellules glaciales, des falaises escarpées, des forêts sombres. Le tout sous de violents orages artificiels obtenus grâce à un simulateur de tempête mis au point par ses équipes. Martin se donne tous les moyens possibles pour atteindre une ambiance étouffante inspirée des thrillers des années 40. DiCaprio se donne à fond dans son rôle et reste volontairement isolé sur le tournage pour s'imprégner de la solitude et du doute de son personnage. Ruffalo, lui, doit toujours se placer un demi-pas derrière DiCaprio dans la plupart des scènes. C'est une idée de Martin pour traduire visuellement la hiérarchie et l'ambiguïté de leur relation. Le réalisateur, lui, change son langage pour coller à l'histoire. D'habitude, il filme la violence brute, les coups de feu, les lames qui s'entrechoquent, le sang qui jaillit. Ici, la violence est plus vicieuse. Et elle passe aussi, beaucoup, par le montage. Et c'est toujours Thelma qui cette fois brouille la frontière entre le réel et l'hallucination. Elle travaille cette violence psychologique avec les sons. Porte qui claque, musique inquiétante, silence pesant. He's here. Ladies, I can feel him. Avec ce film, Martin s'amuse à perdre le spectateur, à le faire douter de tout. Et à sa sortie en 2010, Shutter Island cartonne. La critique est positive et met en avant la qualité de la mise en scène et la performance de DiCaprio. C'est aussi un énorme succès public, l'un des plus gros de la carrière du réalisateur, puisque le film rapporte presque 4 fois son budget initial. À 68 ans, Martin prouve qu'il excelle à travers toutes les violences et l'univers scorsésien est maintenant bien défini aux yeux du public. Tout le monde s'attend à le voir continuer dans ces registres, mais la décennie suivante apporte beaucoup d'inattendus.
Après l'intensité de Shutter Island, Martin a besoin de changer d'ambiance. Alors il cherche un nouveau projet, mais sans grand succès. Pendant cette pause personnelle, c'est la maison Chanel qu'il contacte directement pour donner une vraie patte de cinéaste à leur prochaine campagne de parfum, Blood Chanel. Scorsese accepte à la condition d'avoir carte blanche sur la forme et le fond. Now, seriously, you know how to use the cameras, line them up. Yeah. You actually get ready to take a picture, okay? Il tourne évidemment ce spot à New York, en pellicule 35 mm avec une esthétique digne de ses films. L'histoire met en scène le français Gaspard Ulliel, dans le rôle d'un artiste submergé par le regard des autres, coincé dans une conférence de presse oppressante. Son personnage se rebelle, quitte la pièce, traverse la ville et retrouve une ancienne amante. Le tout est monté comme un mini-film sur le morceau She Said Yeah des Rolling Stones. I'm not going to be the person I'm expected to be anymore. Martin Scorsese y met vraiment tout ce qu'il aime. Le ton est rock et très loin des pubs de parfum de l'époque. Et ça plaît à Chanel qui le rappellera en 2023 pour une nouvelle version à Los Angeles avec Timothée Chalamet. Mais revenons en 2010 parce que c'est à ce moment-là, au cours d'une sortie avec son cercle new-yorkais, que Martin a soudain une idée pour un nouveau projet. Ce qu'il veut faire, c'est un documentaire sur Fran Lebowitz, celle avec qui il est devenu ami après son overdose des années 70. L'écrivaine qu'il connaît depuis plus de 30 ans maintenant est aussi une figure importante dans le milieu littéraire. Elle a un humour vif et un regard unique sur la société. Not writing, it turns out, is not only fun, but also would appear enormously profitable. Call the movie guy and tell him that I have several unwritten books. Alors avec Public Speaking, Martin va raconter sa capacité à transformer des constats simples en vérités profondes. Fran accepte la proposition et devient la protagoniste d'un film où Martin se contente d'écouter, de cadrer, de révéler. Il ne veut rien imposer, juste capturer sa manière unique de parler et de penser. I mean, anonymity is the worst thing that people can have, I think, because there's such a general desire for fame. Le réalisateur enregistre tout d'elle, ses interventions, ses interviews et surtout ses déplacements dans New York. La ville devient elle aussi un personnage tant New York accompagne Fran dans sa vie et ses observations. Le montage du documentaire est à nouveau confié à David Tedeschi, qui se concentre sur le rythme des mots, les silences et les regards. Lorsque HBO diffuse le documentaire en 2010, le public découvre un travail subtil et délicat. C'est une toute autre facette de Scorsese. Et cette autre facette, Martin va la cultiver encore plus avec son projet suivant, Hugo Cabret. Tout part encore d'un roman, Martin lit beaucoup. Ce livre, c'est l'invention d'Hugo Cabret. Et ça parle d'un jeune garçon qui vit gare Montparnasse, au milieu d'automates, avec une intrigue autour du cinéma de Georges Méliès. Le fou du 7e art qu'est Martin tombe amoureux de cette histoire et il décide de la porter à l'écran. Mais c'est un défi technique colossal. Il faut construire dans les studios de tournage de Londres des décors immenses pour recréer la gare Montparnasse de 1930. Pour les trains et les automates, les équipes construisent des maquettes, des engrenages et mettent au point des effets mécaniques réels. Et pour que le spectateur soit immergé dans l'action, comme dans ses films urbains, Scorsese tourne beaucoup en plan séquence. Mais pour la première fois de sa carrière, il utilise aussi la 3D. Il veut qu'on ressente physiquement la gare et se sert de cette technique pour souligner le mouvement et les décors. Thelma arrive sur le montage et elle aussi doit adapter ses méthodes habituelles pour que le rythme fonctionne pour un public familial. Come and dream with me. À sa sortie, le film est acclamé pour sa beauté visuelle et sa 3D immersive. Il a 5 nominations aux Oscars et remporte plusieurs prix techniques, notamment pour la direction artistique et la cinématographie. Alors que Martin envisage, après Hugo Cabret, de retourner vers son cinéma plus traditionnel, on lui fait une autre proposition, inattendue. Olivia Harrison, la veuve de George Harrison, ex-membre des Beatles, veut rendre hommage à son mari. Olivia contacte Scorsese directement parce qu'elle connaît son admiration pour le groupe, la musique en général et la qualité de son travail documentaire. Martin accepte en grande partie parce qu'elle lui offre un accès inédit aux archives privées de George. Photos personnelles, vidéos familiales, journaux intimes et enregistrements rares. Il sait que ça a fait toute la différence pour Bob Dylan. Le projet lui permet de raconter un Harrison complexe, souvent dans l'ombre de Lennon et McCartney, mais qui a marqué l'histoire de la musique. C'est aussi un terrain pour explorer des thèmes comme le processus artistique, la solitude du génie et la mélancolie. I wondered what you felt, losing someone as close to you for all those years.
It's like losing your parents or anybody you know and love. Martin passe 2 ans à travailler sur ce documentaire qui suit George dans ses tournées, ses rencontres spirituelles, ses réflexions sur la vie et la musique. Qui dit documentaire dit David Tedeschi, et il utilise sa maîtrise du genre pour alterner performances musicales, témoignages et images d'archives. À sa sortie, le résultat touche tout le monde, la critique met en avant la justesse avec laquelle Scorsese fait revivre George Harrison. Le public et surtout les fans se régalent de cette approche intime qui montre l'homme derrière la légende. Avec ses derniers projets, Scorsese ne suit pas un plan commercial, ni une tendance hollywoodienne. Il choisit le lien émotionnel. Ces 3 inattendus, intellectuels, familial et musical, montrent un Martin doux et subtil, qui sait toucher tous les publics. Mais ce Scorsese doux et subtil, c'est l'opposé de ce qui va suivre. En 2011, Leonardo DiCaprio découvre l'autobiographie d'un ancien courtier, Jordan Belfort. À l'intérieur, il raconte sa carrière fulgurante dans la finance des années 80 et 90 et ses excès dans un monde sans limite. Et pour DiCaprio, pas de doute, c'est Martin qui doit mettre toute cette démesure en images. I was fascinated then by the possibility of a person who has that talent of persuasion, can sell anything, and when that occurs and when he's able to move, or he or she is able to move ahead that way, and if there is no restraint, what do we do? Scorsese hésite au début parce qu'il sait que le sujet est sulfureux, mais finalement, il y voit une opportunité de pousser son cinéma plus loin vers une satire moderne de l'Amérique et de ses vices. Le sexe, la drogue et la corruption. C'est le Loup de Wall Street. DiCaprio prend le premier rôle et pour le reste, Martin choisit ses acteurs à l'intuition. Il caste Jonah Hill pour être le bras droit de Belfort après avoir vu sa performance dans 21 Jump Street. Pour le mentor de Belfort, il veut un acteur charismatique capable de marquer en quelques scènes. Alors évidemment, quand il voit Matthew McConaughey à l'œuvre, ça fait le job. Mais le vrai casse-tête, c'est Naomi, la future épouse du personnage principal. Il faut une actrice qui peut jouer à la fois la jeunesse fragile, la séduction et la manipulation. Après de nombreuses auditions, Martin tombe sur Margot Robbie. À ce moment-là, elle a 22 ans et elle est encore inconnue du grand public. Mais le réalisateur l'a choisie quand il voit qu'elle est capable de tenir tête à DiCaprio. Le tournage commence à Long Island, à New York, dans des décors de bureaux recréés. DiCaprio improvise des scènes entières comme dans cette séquence où il se débat au sol après avoir pris de la métacalone. Fuck! The kid makes it look so goddamn easy. Jonah Hill, quant à lui, accepte de tourner des scènes extrêmes supplémentaires pour un salaire minimum, juste pour travailler avec Scorsese. L'ambiance de plateau est bouillonnante avec des moments où des foules de figurants recréent la frénésie des bureaux de Wall Street. Martin filme tout ça avec une énergie visuelle qui rappelle ses débuts, mais à l'extrême. Caméra mobile, rupture de ton, rupture du 4e mur, il laisse DiCaprio s'adresser directement au spectateur comme dans Les Affranchis, en poussant le procédé jusqu'à l'hystérie. Et derrière, comme d'hab, Thelma fait un travail de titan. Le montage dure des mois, il faut trier des milliers de rushs et maintenir le rythme pendant 3 heures. Le résultat, c'est un film délirant qui ne ralentit jamais. You be ferocious! You be relentless! You be telephone fucking terrorist! Now let's knock this motherfucker out of the park! Quand le film sort en 2012, il secoue le public. Les spectateurs sont à la fois fascinés et horrifiés. Ce mélange provocateur de débauche, d'excès et d'immoralité déclenche immédiatement des débats. Et il y a une scène en particulier dont tout le monde parle. I also gamble like a degenerate. I drink like a fish. I fuck hookers maybe 5-6 times a week. I have 3 different federal agencies looking to indict me. Oh yeah, and I love drugs. Voilà, bon, on n'est plus dans Hugo Cabret là. Alors, certains accusent Scorsese de glorifier les escrocs et la décadence, d'autres comprennent qu'il signe une critique de l'avidité contemporaine, mais ce qui est sûr, c'est que le public est au rendez-vous. Le Loup de Wall Street devient un énorme phénomène culturel. Discuté, parodié, ça devient petit à petit une référence. There you go. Yeah, there you go. Les scènes de fête, les dialogues, tout cet univers entre directement dans l'imaginaire collectif. En passant d'un film familial à un film impossible à regarder en famille en l'espace de 2 ans, Martin montre qu'il peut encore innover et choquer le public à plus de 70 ans. Et le pire, c'est que ça, ce n'est rien à côté de ces grands écarts suivants.
Avec une carrière aussi immense et une reconnaissance totale, Martin peut désormais s'amuser avec le cinéma. Et c'est ce qu'il fait en 2015 pour une publicité que lui commande l'hôtel Studio City de Macao. Il transforme l'idée d'un simple spot promotionnel en pièce comique. Dans The Audition, ce court-métrage d'à peine quelques minutes, Martin met en scène De Niro et DiCaprio qui essaient de décrocher un rôle fictif dans une série de scènes absurdes et drôles. Excuse me? I didn't hear what you said. He's losing his hearing too. I need somebody to That go may in be there. too You know? far now. That's going too far. Can I be honest with you? I didn't I mean don't it. like your beard. Oh, you don't like my beard? No, I don't. I think that looks terrible. You think my beard looks Yeah. good? Oh, okay. Now, guys, No, I come on. don't. I guess the question is, what are you There's a going to do nice, about it? there's a nice banquet waiting I'd like for to us. see it. Scorsese joue avec leurs images de stars iconiques et avec le regard du public sur eux, tout en explorant le thème de la compétition et de l'ego. Martin continue à expérimenter, à se moquer un peu de lui-même et de ses acteurs fétiches, tout en restant incroyablement précis dans sa mise en scène. Mais avec Martin Scorsese, le repos ne dure jamais longtemps. Pour comprendre la suite, il faut retourner en 1989. Rappelez-vous quand Martin est dans le train Shinkansen et qu'il lit le roman Silence de Shusaku Endo alors qu'il tourne pour Kurosawa. Le livre raconte l'histoire des prêtres jésuites portugais qui débarquent au Japon au XVIIe siècle pour évangéliser la population, mais qui sont confrontés à la persécution et au silence de Dieu face à leur souffrance. Sur son siège lancé à 300 km/h, Martin est bouleversé. Il y voit une résonance directe avec sa propre éducation catholique, ses doutes, sa culpabilité, ses obsessions spirituelles. Gives up his faith to gain his faith, and that's the paradox. And when we were getting ready to make the picture, I realized that I was trying to create something that had been with me for many years since I was a teenager and when I first wanted to make movies. As I said earlier, I'd studied for the priesthood, didn't make it. I realized early on that it wasn't my calling. It's certainly a vocation, but it wasn't mine. À peine le bouquin terminé, il sait déjà qu'il veut en faire un film. Le problème, c'est que personne à Hollywood ne veut financer ce genre de fresques historiques et religieuses sans promesse au box-office. Alors le projet reste dans un tiroir pendant des années. En fait, il y reste pendant 27 ans. C'est son obsession secrète. Régulièrement, Martin réécrit le scénario, part à la pêche au studio, mais plusieurs fois, le projet s'écroule. Ce n'est qu'en 2012 que Scorsese arrive à boucler un montage financier grâce à un milliardaire mexicain passionné de cinéma qui rêve juste de voir Scorsese réaliser son rêve. Lord, I fought against your silence. I suffered beside you. I was never silent. Pour les deux prêtres portugais, Scorsese choisit Andrew Garfield et Adam Driver. Les deux sont complètement emballés par l'idée de travailler avec le réalisateur et décident de tout donner. Garfield lit toute la littérature de Endo, suit une formation spirituelle et fait même des retraites dans des monastères pour se préparer. Adam Driver, lui, perd près de 20 kilos avant le tournage pour coller au rôle. Leur mentor jésuite est joué par Liam Neeson qui retrouve Scorsese 14 ans après Gangs of New York. Pour les rôles japonais, Martin engage des acteurs de premier plan au Japon, notamment Issei Ogata dans le rôle de l'inquisiteur sadique. À la base, Scorsese veut tourner au Japon pour être le plus crédible possible, mais les prix extrêmes, la bureaucratie et l'impossibilité d'accéder aux sites historiques rendent le projet ingérable. Finalement, le film est tourné à Taïwan parce que le pays a des paysages proches du Japon du XVIIe siècle et surtout des réglementations de tournage plus souples. Mais ça reste un calvaire logistique entre pluie torrentielle, humidité écrasante et sites escarpés. Scorsese tourne dans la boue, au bord de la mer, dans les montagnes, littéralement contre vents et marées. Et à son âge, il encaisse tout ça avec une détermination impressionnante. Le tournage est très physique aussi pour Garfield et Driver qui doivent endurer le froid, les tempêtes, des scènes de crucifixion ou de noyade particulièrement rudes. Mais ça colle parfaitement au sujet, se confronter à la souffrance, au silence de Dieu. Thelma est évidemment au montage et s'attache à ralentir le rythme, à laisser les silences, les paysages, les visages parler. Ce n'est pas un film d'action ni de mafia, c'est une méditation avec une lenteur volontaire. Silence sort en 2016 face à une critique mitigée. Les images sont belles et le film a une vraie puissance spirituelle, mais la lenteur et le côté austère de l'histoire n'arrivent pas à convaincre tout le monde. Au final, c'est un échec commercial qui rapporte à peine la moitié de son budget. Mais pour Martin, ça n'a pas d'importance, c'est une libération. Il a enfin fait le film qu'il rêvait de faire depuis des décennies. Il dit même que c'est l'un de ses projets les plus importants. Questions the whole idea of what is the essence of this revolutionary thinking.
of Christianity. Après ces années de projets inattendus et l'aboutissement d'un projet tant attendu, Scorsese peut enfin retourner au cinéma qu'il maîtrise le mieux, celui du crime organisé américain. Quand Martin passe au film suivant, c'est de nouveau la concrétisation d'un projet de longue date, et encore une histoire de roman qu'on lui conseille. En fait, ce projet-là démarre en 2004 quand Charles Brandt publie l'histoire vraie d'un tueur à gages de la mafia qu'on appelle l'Irlandais, et de ses liens avec un puissant leader syndical mystérieusement disparu. C'est Robert De Niro qui tombe sur le livre et qui en parle à Martin Scorsese. Mais le projet reste bloqué, les studios s'engagent et se désengagent à tour de rôle. À cette époque-là, la situation économique du cinéma est assez instable, et Martin est aussi très pris par ses autres projets. C'est finalement Netflix qui, en 2017, ose mettre les 125 millions de dollars nécessaires pour que le film puisse voir le jour. Pour Scorsese, c'est l'occasion rêvée de réunir ses acteurs fétiches, ceux du début. Sans hésitation, il casse donc De Niro dans le premier rôle, puis il supplie Joe Pesci et Harvey Keitel de sortir de leur retraite. Martin ajoute Al Pacino dans le rôle du leader syndical. Les deux, respectivement 77 et 79 ans, font ici leur première et possiblement dernière collaboration. How stupid can you be? I'm going to jail. You understand? I'm going to prison. Because of you. You dumb motherfuckers. This is what you wanted. You wanted to put me in jail. Tell me now, so I could kill you. Right here. Right here! Le tournage dure 4 mois entre New York, Miami et la Pennsylvanie. Comme le film couvre près de 60 ans de vie du personnage principal et de ses proches, et que Martin refuse de caster des acteurs supplémentaires, il faut être créatif. Et puisque tous sont âgés, le maquillage et les prothèses classiques ne suffisent pas pour les faire paraître crédibles à 40 ans. Alors l'équipe technique met au point une caméra spéciale à 3 objectifs pour capter les visages et permettre le rajeunissement numérique des acteurs. Pour tester le système, Scorsese fait tourner De Niro en rejoignant une scène des Affranchis, et c'est ça qui convainc Netflix de poursuivre le projet. Thelma met presque 2 ans à venir à bout des 300 heures de rush que lui remet Martin. Les deux hésitent d'ailleurs longtemps sur la fin. Scorsese veut terminer par quelque chose de grandiose, mais Thelma insiste pour une scène silencieuse, une porte entrouverte. Don't shut the door all the way, I don't like that. Just leave it open a little bit. Oh, okay. Le film sort en 2019 sur Netflix et les critiques sont très enthousiastes. Beaucoup parlent de The Irishman comme la conclusion logique à la saga de Scorsese sur le crime. Les spectateurs, eux, sont un peu plus sceptiques parce que le film est long, 3h30, et la technique de rajeunissement numérique est parfois visible. Avec 10 nominations aux Oscars de 2020, le film repart avec 0 statuette. Mais là encore, Martin n'est pas déçu. Il a adoré le tournage et il est fier du résultat. Pour ce maniaque habituellement insatisfait, l'âge et la maîtrise lui apportent enfin l'apaisement. C'est avec cette attitude sereine, 10 ans après Public Speaking, le documentaire sur Fran Lebowitz, que Martin revient avec son ami pour un projet Netflix. Ensemble, ils signent Si c'était une ville, une mini-série où l'écrivaine parle de l'évolution et des changements de New York et de sa culture. David Tedeschi est logiquement désigné pour le montage, et le projet prend la forme de 7 épisodes de 30 minutes. Chaque épisode tourne autour d'un thème particulier pour la ville, l'écriture et la musique dans l'épisode 2, ou les rues et les taxis dans l'épisode 3. Martin termine l'épisode 7 sur la lecture et la mémoire, qui sont 2 éléments fondamentaux de sa vie et de sa carrière. I am absolutely 100% incapable of throwing a book away. I was going to ask. I I cannot can't do throw it a book either. away. I can't. To me, it's like throwing a human being away. Yeah, I can't. Okay, so I mean, not that there are many more human beings I'd rather No, we throw can away, rather by the throw, way, yeah. but, you know, I mean, so to me, a book is really the closest thing to a human being. Le plus fou, c'est que sans le savoir, puisque le tournage a lieu en 2019, Scorsese signe un portrait de New York juste avant que la ville ne bascule avec la pandémie. Quand Netflix diffuse la série en 2021, le public redécouvre Manhattan et les lieux mythiques de New York avec une pointe de nostalgie, comme le souvenir d'un monde qui n'existe déjà plus. Pour le réalisateur qui approche des 80 ans,
Cette parenthèse documentaire et le Covid le confortent encore plus dans l'importance de raconter l'histoire à l'écran. Toujours pas de plan de retraite pour Scorsese qui a encore besoin de transmettre certains récits à la postérité. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il découvre le livre de David Grann sur l'histoire méconnue des meurtres Osages. À l'origine, les Osages sont une immense communauté amérindienne qui s'étend sur le Kansas, le Missouri et la Louisiane. Mais leur population est une première fois décimée lors de la ruée vers l'ouest et confinée sur des terres en Oklahoma à la fin du 19e siècle. Sauf que quelques décennies plus tard, dans les années 20, les Osages découvrent que ces sols renferment de grands gisements de pétrole. L'enquête de Grann raconte alors comment leur richesse soudaine attire la jalousie et déclenche une série de meurtres pour voler leurs terres. Tout ça, c'est exactement ce que recherche Martin pour son cinéma. Une page oubliée de l'histoire américaine, une violence rationalisée, une cupidité démesurée, mais aussi une matière pour explorer la complexité humaine. And it was a traumatic experience. It was something that was pretty shocking to me. It was pretty rough. Had a lot to do with Wounded Knee, you know. Scorsese se plonge dans le sujet avec un sérieux obsessionnel. Il rencontre des communautés Osages, participe à des conseils et sessions spirituelles pour comprendre leurs rituels et traditions. Au départ, il pense raconter l'histoire du point de vue du FBI, avec DiCaprio en tant qu'agent enquêtant sur les meurtres. Mais l'immersion dans la culture amérindienne le transforme. I understood immediately that trying to approach this material, particularly the nature of this tragedy, one would have to do it from the point of view of the Osage, and not the Osage as victims, but as people. Il choisit finalement le point de vue des Osages pour porter leur voix et leur peine à l'écran. What was that? That's how you are. I don't know what you said, but it must have been Indian for handsome devil. Avec cette réécriture du scénario, DiCaprio change de rôle en cours de route pour incarner le neveu manipulé par son oncle. C'est Lily Gladstone, une actrice amérindienne, qui est choisie pour l'accompagner avec le premier rôle féminin. De Niro, lui, devient l'oncle et l'incarnation du mal absolu. Le tournage commence en 2021 sur les terres des Osages, en Oklahoma. Scorsese s'inspire de Citizen Kane pour la composition des plans et la profondeur de champ, montrant simultanément la cellule familiale et le contexte social plus vaste. Thelma assure encore et toujours le montage avec une précision qui traverse les décennies. C'est Apple qui finance le tout à hauteur de 200 millions de dollars pour une diffusion en salle et sur plateforme. Et à sa sortie, Killers of the Flower Moon est un succès global. Le film est une vraie synthèse scorsésienne autour de la famille, l'argent, le pouvoir, la trahison, la violence et la mémoire. Most Osage don't live past 50. When these women died, with how Osage suffered from illness, you have to make it the head rights come to you. You see? Avec ce 27e long métrage, Scorsese prouve une fois de plus qu'il est capable de fusionner ses obsessions personnelles avec une fresque historique. Et aujourd'hui, le réalisateur sait le faire sans sacrifier sa vie personnelle. Martin est apaisé et prend le temps de rentrer dîner à la maison le soir avec sa femme et sa fille. Il est très présent pour elle, que ce soit pour épauler Hélène, atteinte de Parkinson, ou pour accompagner la jeune femme que devient Francesca. Désormais, Martin incarne aux yeux du monde la maîtrise, un passeur et un conservateur du cinéma et de la mémoire. Avant d'être l'un des plus grands cinéastes de son temps, Martin Scorsese est ce petit garçon trop faible pour courir, mais assez fort pour rêver. Du séminaire où il songe à devenir prêtre, jusqu'au tournage où il impose à Hollywood son style de cinéaste rock, il traverse toutes les étapes. L'ascension fulgurante, la chute brutale et la rédemption. Comme tous ses personnages finalement. Des vices de New York aux fresques historiques, des portraits intimes aux superproductions, ces films racontent toujours d'une manière unique la violence, la foi, le doute et la complexité humaine. Et à plus de 80 ans, Martin Scorsese continue d'avancer. Ses prochains films sont déjà annoncés, What Happens at Night et Devil in the White City pour 2027, puis un film policier à Hawaï pour 2028, et enfin Roosevelt, Sinatra, Life of Jesus, et même un documentaire sur le pape François pour 2030. Donc non, pas de retraite pour ce grand monsieur, parce que pour Martin Scorsese, le cinéma, c'est pas un métier, c'est toute sa vie. Every step is a first step. Every brushstroke is a test. Every scene is a lesson.
Every shot is a school. So let the learning continue. Merci à celles et ceux qui sont encore là, qui ont regardé la vidéo en entier. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à me dire en commentaire aussi si vous êtes arrivé jusqu'à la fin et votre avis aussi, ça c'est important. Abonnez-vous. Merci à l'équipe de Boudouni Studio. Là, vous avez encore fait un travail démesuré, que ce soit en écriture, en montage et tout. C'est juste exceptionnel. Je mets tous les blazes dans la description. Merci à Emma aussi pour la confiance. Je rappelle, toutes les informations sont en description. Et moi, je vous dis à très vite sur YouTube. Ciao.